et merci de nous rejoindre sur i24 News édition spéciale en direct depuis Tel Aviv. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct et on va décrypter comme chaque matin ensemble cette situation, ce 25e jour d'opération bordure protectrice, 15e jour de l'incursion terrestre. Il est 8 heures à Tel Aviv. Notre émission démarre donc en même temps que cette trêve humanitaire de 72 heures annoncée par John Kerry et acceptée par Israël et le Hamas. Les négociations qui commencent ce matin au Caire. Tôt ce matin, l'armée israélienne a autorisé la publication de la mort de 5 soldats israéliens tués lors de l'explosion d'un obus de mortier dans une zone tampon près de la frontière hier. 19 autres soldats ont été blessés au total depuis le début de l'opération. 61 officiers et soldats de l'armée sont tombés dans les combats à Gaza. Et côté palestinien, les services médicaux dénombrent à présent près de 1450 morts et plus de 8200 blessés cette nuit. Et depuis le début de la matinée, les roquettes ont continué de s'abattre sur la totalité du pays, le sud et les villages avoisinant la bande de Gaza, mais aussi la région centre et les roquettes qui visaient la ville de Ramleh. Elles ont été interceptées cette nuit par le système Dôme de fer. Alors on va comme chaque matin parler des différents aspects de ce conflit qui oppose Israël au Hamas. Pour en parler, notre panel de spécialistes est à présent avec moi sur ce plateau. Avirama Golan, journaliste pour le quotidien israélien à Haaretz, bonjour. Ali Waket, spécialiste du monde arabe, merci de nous avoir rejoints avec nous. Également Yael, on en parlera dans quelques instants. Ce que dit la presse israélienne et la presse dans son ensemble au Moyen-Orient. Mais tout de suite, on va prendre la direction de Be'er Sheva. On se rend à l'hôpital Soroka et on rejoint Léa Welber. Léa, bonjour. Alors, quelle est l'atmosphère à l'hôpital ce matin? Bonjour. Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, je me trouve devant l'hôpital de Soroka à Beersheva. Ici, dans cet hôpital, une quarantaine de soldats sont actuellement en soins. Sur tout le territoire israélien, ce sont plus de 130 soldats qui sont soignés en ce moment. Alors, l'hôpital de Soroka, ici derrière moi, est l'hôpital qui accueille le moins de soldats, une quarantaine, comme je vous l'ai dit, pour la bonne et unique raison que c'est l'hôpital le plus proche de la frontière de la bande de Gaza, le plus proche des combats. Donc, seuls les soldats gravement blessés sont accueillis ici dans cet hôpital. Les soldats plus légèrement blessés sont eux transférés dans des hôpitaux légèrement plus éloignés. Alors comme vous le savez, hier une attaque du Hamas a fait sur la région d'Eshkol, une attaque à l'obus de mortier a fait sur la région d'Eshkol 5 soldats israéliens tués. Parmi les soldats blessés, 8 ont été transférés ici dans cet hôpital de Soroka. Ils ont pour la plupart été blessés à la suite de la chute d'éclats d'obus de mortier. Merci Léa Welber en direct donc de l'hôpital Soroka de Beersheva. Beersheva où ce matin des roquettes ont visé la ville mais n'ont pas atterri donc sur la ville de Beersheva. Elles ont été interceptées par le système Dôme de fer. Ali, Avirama, je voudrais qu'on fasse le bilan sur ces 25 jours maintenant d'opération israélienne. Et Ali, en dehors de l'antenne et quand on était encore en train de préparer cette émission, vous nous disiez qu'il y avait 2 échecs à enregistrer lors de cette opération déjà, si on pouvait dresser un premier bilan. Non, je n'ai pas parlé des échecs. J'ai eu qu'il y a 2 choses qui ont été détruites en cours de cette opération. Une, c'est la bande de Gaza, physiquement parlé, et 2, c'est aux yeux des factions palestiniennes, c'est la force de dissuasion israélienne. Israël va, dans ces négociations d'un cessez-le-feu, quand il y a un match nul au niveau stratégique entre la puissance de la région, la plus grande puissance de la région, l'armée israélienne, et les 15 ou 20 000 militants combattants du Hamas. On s'assoit sur la table de négociation quand la situation, quand les 2 côtés demandent un cessez-le-feu parce qu'ils épuisent les forces l'un de l'autre. Il faut comprendre, Nathalie, pour le Hamas, le fait que l'espace aérien israélien était bouclé pendant 24 ou 48 heures, ces vidéos des commandos qui ont opéré derrière les lignes de l'armée israélienne constituent déjà un acquis au niveau militaire. Bon, quand on dit un acquis au niveau
niveau militaire, il y aura des gens qui vont sourire. Mais dans les standards du Hamas, selon les critères des Palestiniens, c'est déjà quelque chose. Maintenant... Est-ce que l'une des réussites aussi du Hamas, et vous parliez il y a quelques instants de match nul, c'est pas finalement que l'opération israélienne, elle a dû être particulièrement ciblée, ces frappes qu'on appelle chirurgicales, et ça représente aussi un certain atout pour le Hamas qui, on le sait, se cache derrière ces populations? Le fait qu'il y a ce nombre de dégâts humains constitue paradoxalement, à ce qu'on peut penser à l'Occident, constitue un atout pour le Hamas. C'est devenu un levier de pression sur le côté israélien. Mais le Hamas... Dans les airs et au sol aussi, hein, bien sûr, les frappes, le Hamas se voit, ses réussites militaires se traduisent en réussites politiques. Ce matin, j'apprends qu'une délégation de très haut niveau du Hamas, de la bande de Gaza et de l'extérieur, qui ira au Caire. Le Caire qui n'a pas été prête d'accueillir le Hamas, n'a pas été prête au début que le Hamas fasse partie de la délégation palestinienne, mais le service secret égyptien, le régime égyptien, il voit ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain est contraire à ce que les Égyptiens ont souhaité. Les Égyptiens ont souhaité voir l'armée israélienne écrase le Hamas, écrase la direction du Hamas, écrase l'échelon militaire du Hamas, mais elle voit que ça n'arrive pas. On peut parler, vous savez, en Israël, des durs dégâts qu'a encaissé le Hamas. La vérité, c'est que on s'en passe à les services secrets jordaniens, égyptiens et même occidentaux ne voient pas que ça c'est la situation et la meilleure chose de voir, c'est la traduction politique de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est ce que ressent aussi la population à Gaza? La population à Gaza, elle est dans un dilemme très grand. D'un côté, sa vie est carrément détruite. La bande de Gaza est détruite, mais de l'autre côté, les médias palestiniens, surtout les médias du Hamas, n'arrêtent pas d'émettre ces photos d'obus de mortier, ces photos des attaques à Nahal Oz et ailleurs. Le fait que 5 millions d'Israéliens rentrent en abri. Maintenant, on parle des acquis et une traduction politique de ces acquis à court terme. À court terme, la situation est en faveur du Hamas. Je ne dis pas en faveur des Palestiniens, elle est en faveur du Hamas. À court terme et après cette guerre en tout cas, victoire politique, s'il en est, du Hamas au sein de la bande de Gaza et sur une scène plus large. Victoire politique momentanée. Le fait que l'Égypte a accepté d'accueillir une délégation du Hamas, une délégation du djihad islamique, c'est une victoire politique. Maintenant, le Hamas est en chute. Cette chute est libre, cette chute est permanente depuis 18 mois. Depuis le moment où les frères musulmans ont disparu de la scène égyptienne, depuis le moment où le régime syrien de Bachar Assad a repris ses victoires contre les rebelles, et donc les deux grands paris qu'a fait le Hamas dans la région, soutenir l'ensemble des frères musulmans en Égypte et ailleurs, en Syrie, soutenir les rebelles en Syrie, ces deux paris ont échoué. Depuis, le Hamas voit ses caisses vidé constamment, voit le soutien populaire diminuer, le soutien officiel des régimes arabes diminuer. On regarde, il y a des manifestations à Paris, plus que les manifestations qui aient lieu dans le monde arabe. Et ça, c'est le prix que le Hamas paye pour le fait qu'il a décidé de jouer dans le terrain des grands. Le Hamas, qui est un mouvement, un petit mouvement, peut-être important dans la vie palestinienne, mais un petit mouvement dans la vie politique de la région, c'est considéré comme une partie des frères musulmans, cet mouvement qui va contrôler désormais le monde arabe. Et donc on a vu que ces paris ont échoué, ont collapsé il y a un an et quelques. Et maintenant la population palestinienne paye le prix, à la bande de Gaza, paye le prix des paris que le Hamas a fait. Mais momentanément, la population palestinienne qui est au courant de ce qui se passe à la surface de la bande de Gaza, mais pas ce qui se passe en souterrain. Tout à fait. Mais la population palestinienne aussi, elle voit que la branche armée du Hamas essaye quand même réussissent quand même de confronter l'armée israélienne. On a parlé de 1400 et quelques tués côté palestinien. Selon les statistiques les plus optimistes dans le côté israélien, il s'agit d'un tiers des militants et des combattants du Hamas et du djihad islamique. Allez, jusqu'à quand la population palestinienne elle peut accepter que soient construits sous ses cuisines, sous les chambres de leurs enfants, des tunnels?
faut dire la vérité, la population palestinienne, à la bande de Gaza surtout, n'a pas vraiment le choix. Se soulever contre le Hamas, c'est pas agréable. Les prix que peut payer la population, ni moi ni vous, on peut l'accepter. C'est un prix très dur. On entend de reportages à ce qu'il y a des gens qui ont manifesté contre la continuation de la guerre et qui ont été exécutés. Le Hamas, bien sûr. Est-ce qu'Israël a un rôle à jouer là-dedans pour aider, d'une certaine façon, la population gazaouie à se soulever contre le Hamas? J'espère bien. Je crois qu'Israël peut jouer un rôle assez important, mais pour cela, Israël doit changer depuis vraiment des racines. Les racines de sa politique. La politique d'Israël, surtout la politique de Benjamin Netanyahou, était la politique de nier totalement la réalité du Moyen-Orient et d'affaiblir surtout Mahmoud Abbas. Et cette façon d'affaiblir Mahmoud Abbas, a causé c'est une partie de la cause de cette guerre. On parle du renforcement du Hamas peut-être. Alors on va reparler de la politique de Benjamin Netanyahou un peu plus tard dans cette interview, mais une question, est-ce que Israël a véritablement un rôle à jouer dans ce qui pourrait être un printemps arabe aussi, ou un été arabe à l'intérieur de la bande de Gaza? Il y en a eu ailleurs, on les a vus, on en a parlé sur cette antenne également. Pourquoi ça ne se passe pas à l'intérieur de la bande de Gaza? Parce que je pense, comme Ali, que c'est beaucoup plus compliqué à Gaza. On peut pas comparer la population de Gaza aux autres populations dans le monde arabe. Et cette population est vraiment dans une situation qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ni ici, ni à l'Occident. Et il y a beaucoup, il faut dire vraiment... Je sens l'hypocrisie vraiment d'Occident, de l'Europe surtout. Ils voulaient bien que l'armée israélienne, mais pendant toutes ces 3 semaines, on voyait que tous les pays européens, et peut-être même les États-Unis, voulaient bien que l'armée israélienne fasse écrase le Hamas pour eux. Parce que c'était vraiment cynique. Parce que tout le monde savait que c'était pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour une armée. Une armée, même la grande armée d'Israël, d'écraser un mouvement terroriste avec tous les moyens qu'un mouvement terroriste a toujours. C'est ce que vous ressentez aussi, si Ali? vous permettez, je suis d'accord avec Aviram que c'est compliqué à la bande de Gaza, mais c'est moins compliqué qu'on imagine. Si jamais les Palestiniens... Un soulèvement est possible. Un soulèvement n'est pas possible, mais si les Palestiniens voient qu'il y a une alternative sérieuse qui est acceptée en première place par Israël, et donc que M. Abbas ne sera pas seulement le garde-frontière israélien, mais quelqu'un qui peut livrer un changement de vie pour les Palestiniens, un horizon politique sous forme d'un vrai processus de négociation entre Israël et les Palestiniens, le champ de manœuvre du Hamas sera beaucoup plus réduit à la bande de Gaza. Cette population qui accepte le fait que le Hamas opère depuis ces maisons, dans ces ruettes de la bande de Gaza, sera contre cette opération et cette attitude du Hamas. Donc le Hamas aura beaucoup plus de difficultés à opérer de la bande de Gaza si jamais la population sent qu'elle a quelque chose à perdre. Pour le moment, la population... Le grand atout, si on parle des atouts, le grand atout du Hamas, c'est le fait que la population à la bande de Gaza sent qu'elle n'a rien à perdre. Un bâtiment de plus détruit, un bâtiment de moins, ça ne change pas. 1400 tués, 1800 tués, 14 000 tués, ça ne change pas vraiment l'équation. Pour la population palestinienne, si cette guerre ne débouchera pas sur une levée du blocus, surtout sur l'ouverture du terminal de Rafah, cette guerre sera en vain et le message, il est clair et capté pour le Hamas. Il faut faire tout pour que... Ça veut dire que c'est dans les mains d'Israël
de l'Égypte. Malheureusement pour les Palestiniens à la bande de Gaza, la position des Égyptiens elle est beaucoup plus dure même que la position israélienne. Pour des raisons internes. Pour des raisons internes, pour le fait que le Hamas a collaboré avec les frères musulmans contre l'armée, contre une bonne partie de la société égyptienne. Mais si jamais, maintenant il y a une deuxième phase de cette bataille, il y a la bataille militaire et la bataille politique. Dans la bataille politique, si jamais Israël et l'Égypte se mettent d'accord à faire venir au front de scène M. Abbas, et lui sera le parrain de la levée du blocus, comment est-ce que va réagir le Hamas? Est-ce que le Hamas qui a mené toute cette guerre, et selon le narratif du Hamas, a sacrifié ces grands sacrifices, est-ce que sera prêt à ce que l'ouverture, la levée du blocus et le changement de la vie des Palestiniens sera compté pour M. Abbas et non pas pour leur guerre? Exactement, mais c'est à Benjamin Netanyahou quand même de voir cette réalité, cette chance. Il y a une chance là. Il y a une chance pour la première fois depuis des années et des années. Il y a une chance de changer cette réalité, changer les forces au sein du Moyen-Orient. Mais ça doit être un changement de la politique de Netanyahou vers les Palestiniens, vers Mahmoud Abbas. Parce que et pourquoi c'est toujours à Israël? Pourquoi vous n'insistez pas sur le côté palestinien, l'implication du côté des Palestiniens? Parce que moi, je ne suis pas en charge des Palestiniens. Moi, je suis, en tant qu'un citoyen d'Israël, je demande à mon gouvernement de changer la politique parce que il y a une Est-ce qu'Israël seul peut changer la politique? Non, mais il y a une chance là parce que à cause ou grâce aux intérêts de l'Égypte d'un côté, des Palestiniens de Mahmoud Abbas de l'autre côté, qui ont changé. Hein, et il y a eu une tempérance aussi de la part de Benjamin Netanyahou. Il y a eu une surprise aussi de vos collègues journalistes également au sein de Haaretz de voir cette tempérance, cette modération de Benjamin Netanyahou qui a répondu par la positive à plusieurs trêves humanitaires proposées. Ça n'a rien à faire à mon avis. J'espère que vous êtes qu'on va voir que ça a changé, mais je crains que ça n'a rien à faire avec la politique. Si vous voulez, la politique, la vieille politique de Netanyahou qui ne voulait pas coopérer avec Mahmoud Abbas. Peut-être que maintenant qu'il y a une chance, qu'on voit la chance d'un grand changement des forces au Moyen-Orient, c'est-à-dire que... Changement des forces, il y a eu un changement aussi tout de même dans les faits de la politique de Benjamin Netanyahou. On le présentait un peu comme un bulldozer. Il s'est avéré être beaucoup plus modéré, beaucoup plus pesé dans ses décisions, en tout cas lors de cette opération. Parce que je pense que normalement, Benjamin Netanyahou n'était pas prêt vraiment à une guerre. Il ne voulait pas de cette guerre. Il ne voulait jamais d'une guerre. Et il avait la chance d'avoir une sorte de calme. C'est-à-dire les choses étaient vraiment calmes. Un calme avant la tempête, puisqu'on sait que le Hamas se préparait à la guerre de juillet. Israël n'avait pas intérêt à rentrer dans cette guerre. Les reportages sur les tunnels sont devenus de plus en plus importants, sont devenus de plus en plus... Mais il y a une différence là entre l'armée et Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou craignait la guerre. Il craignait la guerre parce que toute sa force était vraiment une sorte de diplomatie. Mais on ne peut pas ignorer que cette retenue de Benjamin Netanyahou a permis à Israël ce champ de manœuvre dont la communauté internationale lui a laissé pendant plus de 2 semaines. Le fait qu'Israël, pendant les 3 premières tout ça, jours... c'est vrai, mais oui. Voilà, un soutien qui s'étiole peu à peu. Je vous coupe parce que je voudrais qu'on s'attarde sur ce que dit la presse au Moyen-Orient avec vous, Yael. 1er août, première journée de ce mois d'août et le bilan de l'opération Bordure Protectrice qui continue de s'alourdir. Quel est le ton de la presse ce matin? Nathalie, comme vous pouvez l'imaginer, le bilan, le ton de la presse n'est pas gai, encore moins optimiste, c'est le mot qu'on puisse dire. Vous pouvez l'imaginer. On apprend tout d'abord, donc on le disait, le décès de 5 soldats israéliens morts hier dans les combats de l'enclave de Gaza. Je vous laisse découvrir la couverture du site Energy, la version online du quotidien centriste Maariv. Alors que les combats continuent à s'intensifier, 8 personnes ont été blessées hier dans le conseil régional d'Eshkol, à quelques kilomètres seulement
d'effondrement de la bande de Gaza suite à un envoi de mortiers. Et puis à Kiryat Gat, toujours dans le sud du pays, la cour d'une maison directement touchée par une roquette fait un blessé. Vers 19h hier, les habitants des localités de la région de Zikim et de Karmia ont dû de nouveau s'enfermer chez eux alors que Tsahal craignait une infiltration terroriste. Et regardez dans Israël Hayom, le quotidien gratuit et pro-gouvernemental, vers la même heure, 18h30, sur Tel Aviv, une alerte rouge. 2 roquettes sont interceptées par le dôme de fer. Vous voyez sur la photo de droite les débris tombés dans le parc Ayarkon, au centre de la ville, alors que des enfants fêtaient un anniversaire à quelques mètres de là. Voilà le bilan d'hier. Alors le bilan d'hier, on revient à présent sur l'information de la matinée, et c'est ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur il y a 20 minutes à présent. Quels en sont les enjeux? Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Je vous propose de le regarder tout d'abord dans le quotidien grand tirage Yediot Aharonot. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à la recherche de cette sortie, si vous voulez, de cette guerre. Il cherche à se plier aux conditions immédiates des États-Unis et de l'ONU, tout en essayant de terminer sa chasse au tunnel. Tsahal devra quitter l'enclave palestinienne et en dernier lieu, des pourparlers seront donc mis en place via médiation égyptienne. Mais au sein du gouvernement, il n'y a pas de cessez-le-feu. Les ministres de Netanyahou lui lancent leur propre requête quant à ce cessez-le-feu qu'ils jugent trop hâtif et craignent un retrait unilatéral de Gaza sans que le travail ne soit réellement achevé. Et dans la presse arabe aussi, on parle très largement de ce cessez-le-feu. Regardez cette nouvelle dans le site de la chaîne panarabe Al Jazeera. Un retrait unilatéral de Tsahal et une trêve humanitaire inconditionnelle de 72 heures à partir de 8 heures. Donc ce matin, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré que les pourparlers pourraient commencer dès aujourd'hui selon la disponibilité des 2 parties de se rendre au Caire. Alors on ne sait pas encore si cette guerre elle est sur le point de se terminer ou pas, mais Ali, vous y faisiez référence il y a quelques instants. On a parlé, depuis longtemps on en a parlé, on va le voir aussi tout à l'heure avec Michel Kishka, des tunnels qui se construisent en ce moment, et qui se construisent depuis plusieurs années dans le sud. C'est le cas également dans le nord, à la frontière libanaise. Et on revient sur l'implication du Liban et plus précisément du Hezbollah. Évidemment, Nathalie, le Hezbollah du Liban et celui de la Syrie, comme vous pouvez le voir bientôt sur la photo de couverture du site de Al Monitor, Bachar el-Assad qui se rapproche de l'Iran et donc du Hamas après quasiment 2 ans de relations refroidies, nous dit l'article. Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est récemment entretenu avec son homologue Khaled Mashal pour lui signifier son soutien et faire l'éloge de la résistance des guerriers de Gaza. Ce sont ces mots. La crise en Syrie et le boycott syrien du Hamas n'ont donc pas été un obstacle à ce rapprochement et avec la médiation iranienne, on peut s'attendre à une prochaine réunion des 2 groupes. Le Hamas a aussi lancé un appel au Hezbollah il y a quelques jours en leur demandant, je cite, de ne pas rester les bras croisés. Et ce matin, de façon assez surprenante, Yael, on parle déjà dans la presse de l'après-guerre. On anticipe les rapports, les responsables, la faute et les fautifs. Oui, regardez cette info tout d'abord dans Al-Aram. Israël sera bientôt tenu responsable du sort de milliers de déplacés palestiniens. Selon les chiffres du quotidien égyptien, plus de 220 000 Palestiniens seraient aujourd'hui dans l'incapacité de regagner leur domicile. Pendant ce temps, Tsahal continue de prévenir la population gazaoui de quitter leur domicile en vue de prochaines attaques aériennes. Alors on va faire un peu de fiction ce matin. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'était pas entré à Gaza et si on n'avait pas vécu cette guerre des tunnels finalement? Eh bien Nathalie, tout de même, ma petite caricature de la semaine, celle du quotidien Haaretz. Le dessinateur Ella Eran Volkovski nous montre ici un café de Tel Aviv en terrasse, bondé comme le sont en général les terrasses des cafés ici. On est le 374e jour de la guerre et on voit un terroriste du Hamas qui sort de son tunnel en demandant « Oups, pardon, où ai-je atterri ?» Espérons qu'il n'y aura quand même pas de 374e jour de guerre. Et voilà, parce qu'on en est déjà au 25e et ça commence à être difficile. Une question, Ali, ce matin. Merci Yael pour cette revue de presse. Une question, Ali, ce matin, on parle de démilitarisation du Hamas. En tout cas, c'est une condition qu'aurait voulu imposer Israël. Est-ce que l'Égypte, est-ce que Israël vont réussir à empêcher la remilitarisation du Hamas? Le Hamas ne sera pas démilitarisé, mais les efforts israéliens et égyptiens
peuvent empêcher les efforts du réarmement du Hamas que l'Iran va prendre tout de suite. On a vu ce que Yael vient de dire sur le rapprochement entre l'Iran, le Hezbollah et peut-être la Syrie avec le Hamas. C'est une question d'ailleurs très intéressante. Est-ce que le Hamas, à la fin de cette guerre, penchera plutôt vers l'autorité palestinienne, s'intégrer dans la vie politique palestinienne et pour être réaccepté à nouveau par les pays modérés de la région, ou est-ce qu'il va retourner dans les camps iraniens, syriens, Hezbollah? C'est une question très intéressante à voir. Maintenant, démilitariser, ce n'est pas faisable. Le Hamas n'acceptera pas. Les efforts d'Israël et de l'Égypte peuvent empêcher cette roue de l'Iran de réarmer le Hamas, mais il faut donner à l'autorité palestinienne assez de raisons pour battre le Hamas. Il faut donner à la population palestinienne assez de raisons pour ne pas accueillir l'arsenal du Hamas. Et il faut donner même... En tout cas, si on en croit à ce qui s'est passé au Liban en 2006 avec la remilitarisation du Hezbollah, c'est mal parti. C'est très mal parti, mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe sur la scène libanaise. Là, les armes du Hezbollah qui étaient consensuelles comme armes de résistance contre l'occupation israélienne, au moment où le Hezbollah a tourné une partie de ses armes contre ses adversaires politiques, et la communauté internationale a réussi de susciter la question de ces armes qui sont devenues très controversielles. Il peut se passer le même scénario au sein des Palestiniens à la bande de Gaza, mais une fois, il faut que la population ait une alternative. Merci Ali. Juste avant de marquer une courte pause, je voudrais, Avirama, que vous disiez en une petite minute votre mot de la fin, votre conclusion. Est-ce que vous voyez dans 72 heures se dessiner? Lundi matin, on se réveille comment après ces 72 heures de cessez-le-feu? J'espère bien, je pense vraiment que ça va changer. C'est-à-dire qu'on se réveille après, peut-être qu'une cessez-le-feu qui va s'interrompre une fois ou deux. Mais je pense que et le Hamas et Israël veulent bien cette cessez-le-feu de continuer. Et là, ça sera l'heure de la politique, l'heure de la diplomatie. Merci beaucoup, Avirama. On marque une courte pause. On se rejoint juste après. À Tel Aviv, merci de nous rejoindre sur le plateau d'I24 News. Ça fait maintenant une demi-heure que la trêve humanitaire est entrée en vigueur en Israël. Une trêve humanitaire de 72 heures annoncée hier par John Kerry, acceptée par Israël et le Hamas. Les négociations qui commencent ce matin au Caire. Tôt ce matin, l'armée israélienne a autorisé la publication de la mort de 5 soldats israéliens tués lors de l'explosion d'un obus de mortier dans une zone tampon près de la frontière hier. 19 autres soldats ont été blessés au total depuis le début de l'opération. 61 officiers et soldats de l'armée israélienne sont tombés dans les combats à Gaza. Et côté palestinien, les services médicaux dénombrent à présent près de 1450 morts et plus de 8200 blessés. Et cette nuit, depuis le début de la matinée, les roquettes ont continué de s'abattre sur la totalité du pays, le sud et les villages avoisinant la bande de Gaza, mais aussi la région centre. Des roquettes qui visaient la ville de Ramleh. Elles ont été interceptées par dômes de fer, des combats qui jusqu'à 7h59 faisaient également rage à l'intérieur de la bande de Gaza et particulièrement en son centre. Voilà donc pour l'essentiel des titres. On va tout de suite faire le point en images sur les événements de la nuit et du début de la matinée. On en parle après avec nos invités. Un cessez-le-feu qui entre en vigueur quelques heures après de nouvelles pertes pour l'armée israélienne. 5 soldats ont été tués par un obus de mortier tiré dans leur direction dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'ils étaient rassemblés dans une zone située le long de la frontière avec la bande de Gaza. Parallèlement, Israël et le Hamas ont accepté une trêve de 72 heures dans les combats. Le cessez-le-feu humanitaire avait été proposé par les États-Unis et l'ONU et prend effet ce vendredi matin. Selon l'accord, Israël pourra poursuivre ses opérations défensives contre les tunnels du Hamas pendant la trêve. Les civils de Gaza, eux, recevront de l'aide humanitaire.
Cela va durer 72 heures, 3 jours. C'est un temps précieux. C'est un intervalle qui va fournir l'opportunité aux deux parties, aux différentes factions, de se réunir avec l'État d'Israël dans un effort pour essayer de trouver les façons de parvenir à une trêve durable. Une trêve durable qui pour l'instant semble lointaine. Au 25e jour de l'opération Bordure protectrice, les divergences entre les ailes militaires et politiques du Hamas demeurent. En Israël, on évoque même un retrait unilatéral. Et voilà, avec moi sur ce plateau à présent toujours Ali Waquet, spécialiste du monde arabe, Daniel Haïk, vous nous avez rejoint, consultant i24 News, et Michel Kishka, dessinateur de presse. Bonjour, merci salut. messieurs d'être avec moi ce matin. Un mot peut-être, Daniel, sur ce possible potentiel retrait unilatéral de l'armée israélienne. D'abord, premièrement, on va dire que ce cessez-le-feu ou cette trêve humanitaire, soyons prudents dans la terminologie, a peut-être des chances de tenir parce qu'elle a été initiée et par l'ONU et par les États-Unis. Et on a quelque part le sentiment qu'il fallait qu'il y ait, on va dire, deux médiateurs de poids pour essayer de sortir de l'ambroglio dans lequel on se trouvait au niveau des médiateurs. Et peut-être aussi parce que quelque part le Hamas est à bout de souffle aujourd'hui. D'un côté le Hamas est à bout de souffle et puis Israël aspire aussi quelque part à une forme d'arrêt, peut-être même de fin des combats, le temps qu'il faudra pour terminer de neutraliser l'ensemble des tunnels. Il est clair, après les déclarations des responsables israéliens de ces derniers jours, que l'on ne s'achemine pas vers quelque chose de plus, on va dire, de plus profond, une entrée, une pénétration plus intense dans la bande de Gaza, à l'intérieur de la bande de Gaza. Certains généraux de l'armée israélienne auraient peut-être voulu, en tout cas certains, on va dire, officiers, de colonels, de brigades, de chefs de brigade ont affirmé qu'ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Mais il est clair que l'état-major, en tout cas, et le gouvernement ne souhaitent pas véritablement aller jusqu'au bout. Et donc, quelque part, dans le contexte actuel, et c'est souvent comme cela que les conflits se résolvent, eh bien, il semble qu'il y ait une communion d'intérêts, et de la part du Hamas, et de la part d'Israël, et aussi de la part de la communauté internationale, parce qu'on arrive au niveau de la communauté internationale, une sorte de seuil qui a été franchi après les tirs contre l'école de l'ONU, contre le marché de Sadjaïeh. Peut-être que c'est la brèche qui permet de s'infiltrer qui va permettre peut-être donc une sortie de crise. Ali, cette fois, le Hamas l'a appelé officiellement de ses voeux, cette trêve. Ce qui est différent dans cette trêve, c'est que la communauté internationale a parlé directement au Hamas. On a parlé au début de ce conflit que le Hamas cherche à regagner une partie de sa légitimité. Et le fait que dans les premières 2 semaines, on a ignoré le Hamas, on a parlé aux côtés palestiniens via l'autorité palestinienne et non pas directement au Hamas. C'est l'une des victoires enregistrées par l'organisation terroriste ? On voit ça, le niveau de la délégation palestinienne, la délégation du Hamas, ce matin, une délégation de très haut niveau du Hamas qui participera aux négociations en Égypte. Donc d'un côté, l'émissaire de l'ONU parle directement au Hamas. Le fait que les Égyptiens s'inclinent et acceptent d'accueillir cette délégation de ce niveau en Égypte. Donc ce sont 2 petites victoires politiques du Hamas. Mais Daniel, la branche armée du Hamas ne veut pas le cessez-le-feu. C'est le niveau politique qui est vraiment au bout du souffle parce que lui, il est plus attentif à ce que veut la population, aux souffrances de la population, alors que la branche armée du Hamas pense qu'elle peut continuer encore quelques semaines. Il y a toujours cette dualité. Est-ce que cette guerre, elle aurait été possible sans les civils à Gaza ? Non, les civils faisaient partie de la stratégie du Hamas, de la stratégie de la branche armée du Hamas. Et si jamais l'équipe de négociateurs du Hamas n'apportera pas une promesse, au moins un horizon d'une levée du blocus sur la bande de Gaza, on verra après ces 72 heures, les tirs reprennent. La branche militaire du Hamas est attentive à ce que Yael vient de parler. Les
canaux qui se réouvrent entre le Hezbollah, Iran et le Hamas. Et quand on dit Iran et le Hamas, c'est l'argent. C'était la source de financement essentielle du Hamas. Donc, on est dans une situation un peu bizarre que d'un côté, il y a une délégation du Hamas qui veut négocier une trêve, de l'autre côté, une branche armée qui est sûre qu'elle est sur la route de gagner, sur la route d'embrasser Israël, une branche armée qui est attentive aux propos des comités d'investigation en Israël et qui pense qu'elle peut continuer jusqu'à ce que l'Iran réouvre ses caisses. Alors justement, on va se rendre sur place à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva, voir où on est la situation et notamment est-ce qu'il y a de nouveaux blessés qui sont arrivés à cet hôpital. On rejoint Léa Velbert. Oui, bonjour. Je suis effectivement devant l'hôpital de Soroka à Be'er Sheva où actuellement 29 soldats israéliens blessés sont en soins. Ils sont pratiquement tous grièvement blessés puisque cet hôpital de Soroka est le plus proche de la frontière de la bande de Gaza, le plus proche des combats. Donc ce sont principalement les extrêmes urgences, les soldats les plus blessés, comme je vous le disais, qui sont traités ici dans cet hôpital de Soroka. Sur l'ensemble du territoire israélien, plus de 130 soldats israéliens blessés sont actuellement en soins. On le sait, les quelques derniers jours de combat ont été particulièrement sanglants. Hier soir, encore une attaque du Hamas à l'obus de mortier sur la région d'Eshkol a fait 5 soldats israéliens morts et beaucoup de blessés, parmi lesquels 8 ont été transférés dans cet hôpital de Soroka où la population de la région, les habitants de la région continuent d'affluer depuis très tôt le matin jusqu'au soir pour apporter leur soutien psychologique et matériel aux soldats blessés. Merci beaucoup Léa Velbert en direct donc de l'hôpital Soroka de Be'er Sheva. Je voudrais qu'on s'attarde à présent, Michel, sur vos dessins, votre semaine résumée en dessin, même si on va voir que certains dessins remontent à plus longue date. Alors l'un des malmenés de cette guerre, on l'a souvent dit, et surtout cette dernière semaine, c'est aussi le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui on a le sentiment, ne sait plus trop où il en est. Oui, bon, disons, il a fait une première tentative de médiation un peu maladroite qui a échoué. Et il a été évidemment fortement critiqué par Israël, peut-être même trop, je trouve. Et finalement, donc, j'ai décidé de le faire dans un espèce de tunnel où il y a des tas d'autres tunnels. Il y en a un qui mène au Hamas, il y en a un qui mène à la Turquie, à l'Égypte, à Israël, au Fatah et aux Nations Unies. Donc c'est un peu toutes les parties en cause et il est là avec son Waze, son GPS qui dit recalculons votre itinéraire. En fait, c'était pas tout à fait ça. Il transpire à grosses gouttes. Mais c'est vrai qu'il y a je trouve, il y a une grosse tension entre le gouvernement Obama et le gouvernement Bibi Netanyahou. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, personnellement. Coup de froid, Daniel, entre Washington et Jérusalem ? Certainement, coup de froid, et je dirais même presque le Hamas est à la recherche depuis le début de ce conflit d'une image de victoire. Alors, bien entendu, de prime abord, on pourrait penser que c'est une image de victoire sur le terrain des combats. Mais je crois que cette image de victoire sur le terrain des combats, le Hamas aura du mal à l'obtenir. Par contre, elle a une image de victoire sur le terrain diplomatique. C'est que quelque part, on disait que le Hamas était totalement isolé. Mais à travers ce qui s'est passé la semaine dernière à Paris et la proposition de Kerry rejetée, cette proposition qui était, semble-t-il, celle de Kerry, mais que l'on a qualifiée de copier-coller de la proposition du Hamas ou du Qatar et de la Turquie, quelque part, on a le sentiment que le Hamas a trouvé un allié en la personne des États-Unis. On va dire quelque part, on a l'une des victoires du Hamas, c'est d'avoir retrouvé quelque part une sorte de partenariat entre guillemets avec la Turquie et le Qatar qui sont aujourd'hui apparemment très proche des États-Unis. Il semble qu'il y ait une sorte de communion, là encore, entre on va dire en particulier le Qatar, qui finance et qui est l'un des soutiens majeurs du Hamas, et les États-Unis, qui va au-delà. On a parlé d'un accord cette semaine, d'un accord de plusieurs milliards de dollars sur le fournissement d'armes américaines au Qatar. Si c'est effectivement le cas, eh bien cela voudrait dire que quelque part, là, on a retrouvé une forme d'alliance, entre guillemets, qui peut peut-être choquer, mais quelque part, une forme d'alliance entre le Hamas et les États-Unis. Une autre victoire à enregistrer pour le Hamas. Autre chose, c'est que quand même l'Égypte rentre dans le jeu, parce que l'Égypte, elle a été que dans le jeu de l'Égypte depuis la place Tahrir jusqu'aujourd'hui.
Et bon, l'Égypte a exigé, il n'y aura pas de pourparlers sans cessez-le-feu. Et finalement, elle a obtenu cette exigence de base. Et elle accueille aussi le Hamas sur son territoire pour les pourparlers qui vont être directs. Donc il y a le Qatar, il y a la Turquie, mais il y a aussi l'Égypte. Parce que l'Égypte, elle a un rôle clé ici au Moyen-Orient, plus que le Qatar et plus que la Turquie. Alors Qatar, Turquie, Égypte, États-Unis. Je ne sais pas s'il y a une alliance entre le Hamas et les États-Unis, parce que le Hamas figure toujours sur la liste des organisations terroristes des États-Unis. Mais la presse égyptienne, d'ailleurs Daniel, a parlé d'une tentative de renouvellement de l'alliance entre les États-Unis et les frères musulmans. Et le Hamas fait partie du frère musulman, donc peut-être il y a indirectement... Quand on voit ce qui s'est passé, le soutien apporté par l'administration Obama à Morsi, les critiques émises par l'administration Obama au régime d'Al-Sisi au début. Pourquoi tout cela ? Et quelque part, est-ce qu'il y a une redéfinition des alliances entre les États-Unis et certains régimes comme le Qatar ? Alors j'ai parlé d'armes, je ne suis pas sûr que c'est de l'arme, il est possible que ce soit des marchés énergétiques Moi, ma maîtrise, une partie de mon DEA était sur les relations entre les États-Unis et les frères musulmans, notamment les frères musulmans en Égypte. Dans l'an 2007, c'était déjà le temps, c'était pas encore Obama, c'était George Bush. Condoleezza Rice, dans un témoignage devant le Congrès, elle a dit qu'il devait y avoir un changement dans la politique égyptienne. Le monde arabe, il va vers l'islam politique. Au sein de cet islam politique, les frères musulmans constituent la partie la plus pragmatique. Donc, il faut investir dans les frères musulmans et l'administration Obama a adopté cette politique. On va revenir, Michel, à votre deuxième dessin. Et cette guerre qui finalement semblait s'installer dans la durée, il y a certaines analogies qui faisaient penser à une guerre des tranchées. C'était à prévoir, me direz-vous. En tout cas, vous l'aviez prévu. Ouais, enfin, disons, en tant qu'humoriste, je peux dire que je l'avais prévu. Non, c'est que j'ai décidé, voilà, j'avais fait un dessin au moment de Plomb Durci, et dans le sablier, eh bien, il y avait Obama et Bush. Donc, parce qu'en fait, c'était la période de passation des pouvoirs aux États-Unis sur fond donc de la précédente, du précédent, appelons ça bras de fer, guerre, opération, appelez ça comme vous voulez. Et je me suis dit, tiens, j'ai déjà un beau dessin avec le décor qui est tout à fait en place par rapport au décor actuel. Je vais tout simplement mettre Kerry à la place d'Obama et une colombe à la place de Bush, et ça va coller à la situation actuelle. Je l'ai mis tout de suite en ligne, en conservant la date, janvier 2009. Et ce n'est qu'après l'avoir mis en ligne, j'ai dit, mais les tunnels que j'ai dessinés, on n'en parlait pas en 2009 comme on en parle aujourd'hui. C'était pas ça le problème. C'était pas ça l'objectif de Tsahal, de neutraliser et de faire sauter tous ces tunnels. On ne savait pas qu'il y avait une ville souterraine en dessous de Gaza, en fait, à l'époque. On parlait des tunnels, mais c'était pas tellement actuel. Et je me suis dit, voilà, il y avait quelque chose d'un peu prémonitoire. Et c'est pour ça que j'ai conservé la date, tout en mettant le dessin en ligne aujourd'hui. J'ai dit, regardez bien, c'est ça, on parlait des tunnels de la bande de Gaza, un peu comme on parle en ce moment des tunnels des tunnels de la bande de Gaza. Les tunnels qu'il y avait à l'époque à la bande de Gaza, c'était des tunnels de contrebande entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il n'y avait pas à l'époque de tunnels entre la bande de Gaza et le territoire israélien. Non, c'est-à-dire c'est probable que non. Tu es sûr ? C'est peut-être en tout cas l'un des bilans. Mais c'est clair qu'au cours des 4 dernières années, c'était la préoccupation de Hamas. Rediscuter ensuite. Alors, Michel, il y a eu beaucoup de tentatives de tourner en dérision ce qui se passe en ce moment. L'une d'entre elles, c'était de mettre à profit les compétences du Hamas, finalement, en réalisation de tunnels pour, pourquoi pas, faire le métro de Tel Aviv ensemble. Voilà, étant donné que ça s'est installé jusqu'à la trêve de ce matin, dans la durée, et que le compte des morts de part et d'autre monte de jour en jour, je me suis dit, je ne vais quand même pas faire des dessins tristes, je vais chercher un angle humoristique pour attaquer l'info, et donc j'espère qu'on va voir le dessin à l'écran. J'ai tout simplement dessiné deux taupes qui sont deux taupes du Hamas, et il y a derrière, ça peut être Khan Younes détruite, ça peut être une autre ville de la bande de Gaza, et une taupe dit à l'autre, et toi Ahmed, tu comptes faire quoi après la guerre? Et il dit, creuser le métro de Tel Aviv. Voilà, parce que c'est vrai que quand on regarde la qualité du travail qu'ils ont fait, leurs compétences qu'ils ont, on dit voilà, là il y a une compétence professionnelle. Le jour où il y a la paix, le nouveau Moyen-Orient dont parle Shimon Peres, alors les entrepreneurs
du métro de Tel Aviv, ce seront les Palestiniens de Gaza. Relocaliser les une façon de sourire un peu et de faire un peu sourire les gens. À la réalisation de parce ces qu'il n'y a tunnels. pas beaucoup de raisons de sourire. Allez, justement, pas beaucoup de raisons de sourire. Vous allez nous en reparler puisqu'on va terminer avec un dessin qui n'est pas de vous cette fois, mais de l'un de vos confrères de Yediot Ahronot. Et vous allez nous expliquer aussi pourquoi vous avez choisi de nous en parler ce matin. Mais écoutez, j'ai un collègue qui est le dessinateur de Yediot Ahronot qui s'appelle Guy Morad, qui est un dessinateur très talentueux, qui trouve tous les jours un angle humoristique pour attaquer l'info. Et évidemment, ses critiques vont beaucoup plus à l'encontre du gouvernement Netanyahou, de Lieberman, que du côté palestinien. Et là, voilà, il a fait ce dessin hier. Et quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été j'ai eu un choc parce que c'est un dessin très fort. Un dessin très fort où on voit les débris, on voit un vélo rose, apparemment, c'était le vélo d'une petite fille. On voit un ballon de foot, c'était le ballon d'un petit garçon. Et puis il y a ce fameux symbole de voie sans issue qui se dit en anglais dead end. C'est encore plus fort que voie sans issue et qui s'appelle Gaza ensanglanté. Et ça, je trouve que nous en Israël, on ne voit pas ce que les gens qui voient Al Jazeera regardent. Et même si c'était possible, même si on comprenait tous l'arabe, non. On est tellement plongé dans notre propre douleur, dans nos soldats qui meurent, dans les citoyens qui sont blessés, dans les gens qui sont dans les abris, dans tout ce qui se passe aussi sur le plan diplomatique et médiatique, dans les manifestations qu'il y a contre Israël dans le monde. Quelque part, on ne voit pas, on ne peut pas voir et on ne veut pas voir. On est vraiment dans notre douleur, nous, personnels. Et ce dessin nous dit, il ne faut pas oublier, il y a de la douleur des deux côtés. Et aujourd'hui, quand quelqu'un dit ça, qu'il soit intellectuel ou artiste, alors il est au banc de la société, il est injurié, il est boycotté, il y a quelque chose d'incroyable, négatif qui se passe en Israël. Et j'ai l'impression que si cette trêve marche, dès que la trêve est finie, ça va éclater à l'intérieur du pays. Ça, je vous le signe. Ce sera peut-être la fin du consensus national dont on parlait. Alors je vous propose, Michel, Daniel et Ali, de nous rendre à la frontière avec la bande de Gaza. On y rejoint notre envoyé spécial sur place, Julien. Julien, près de 50 minutes de cessez-le-feu. C'est calme pour l'instant ? Écoutez, oui, c'est très calme. Les seules fumées que vous voyez derrière, ce sont des passages de tanks à l'intérieur du territoire israélien. Cela dit, vraiment jusqu'aux dernières minutes, on a eu des sirènes à Ashdod, pas loin de là où nous étions également, Tsevadom. Cette nuit, nous avons eu des sirènes jusqu'à 1h du matin près de la frontière avec la bande de Gaza, puisque nous étions là aussi cette nuit hier soir. Donc on peut dire que les tirs ont été entendus jusqu'aux dernières minutes avant l'entrée du cessez-le-feu, y compris des tirs d'artillerie israélienne. On l'a également entendu ici, nous avons été témoins de ces tirs. Maintenant, c'est calme. La seule question que se posent les habitants du sud d'Israël, notamment la lisière avec la bande de Gaza, puisque Gaza est vraiment juste derrière moi, c'est jusqu'à quand et est-ce qu'on peut revenir? Pour combien de temps, Julien? Est-ce que vous voyez des mouvements de troupes justement derrière vous, à l'entrée ou à la sortie de la bande de Gaza? Non, pas ici. Ici, c'est vraiment très calme. D'ailleurs, je croisais, pour la petite anecdote, en venant un peu plus tôt ce matin, en nous rendant sur la frontière, je croisais beaucoup de soldats dans les stations-service, etc., dans d'autres endroits, et ils me disaient même à la caisse, tu peux passer devant nous, de toute façon il y a la cessez-le-feu. Donc pour vous dire à quel point ils étaient détendus et ils savaient que les prochaines heures devraient être calmes. En revanche, la vraie interrogation, c'est pour les habitants de ces localités qui sont face à la bande de Gaza, notamment le kibbutz dans lequel je me trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 000 Israéliens qui ont quitté leur maison de peur des infiltrations terroristes. Ils ont vraiment la crainte que sous nos pieds actuellement, il y a un tunnel. Je crois que vous parliez de ces fameux tunnels il y a quelques secondes et de ce qu'on pourrait en faire après le cessez-le-feu. Donc en attendant, ces tunnels ne sont pas encore un métro. Il y a vraiment des risques d'infiltration et les habitants ont quitté leur maison de crainte qu'il y ait un attentat chez eux. 30 000 Israéliens ont quitté leur maison et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils peuvent revenir maintenant? Est-ce qu'ils pourront revenir après? Merci beaucoup Julien, en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. Alors justement, on va rebondir sur cette question des tunnels dans le sud. Ça fait plusieurs années que les habitants du sud du pays, les habitants de ces kibbutzim où on se trouve depuis le début de l'opération, disent qu'ils entendent des bruits de creusement, des bruits sourds et des rumeurs dans le sud. Ces tunnels qu'on découvre maintenant, en tout cas en territoire israélien. Alors manifestement, il se passerait la même chose au nord, à la frontière avec le Liban. Nous sommes en ligne avec Fabrice Balanche, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors on va parler du Hamas et du Hezbollah. Le Hamas qui a accueilli les déclarations de soutien de la part du Hezbollah, mais pas beaucoup plus. Ça agace un petit peu l'organisation terroriste qui aimerait plus qu'une identification, une implication claire de la part du Hezbollah. Est-ce que c'est un scénario envisageable ?
Une indication claire du Hezbollah, ça voudrait dire que le Hezbollah lance des roquettes sur Israël depuis le sud du Liban, comme ça s'est produit en 2006. À mon avis, c'est hautement probable, puisque vous savez que le Hezbollah est engagé dans la guerre en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. Ça lui sera difficile d'ouvrir un deuxième front. Il a déjà assez de difficultés à soutenir le régime syrien face aux djihadistes en Syrie. Par ailleurs, le Hamas a trahi quelque part ce qu'on appelle l'axe de la résistance contre Israël, dominé par le Hezbollah, par l'Iran. En 2012, Khaled Meshal a quitté Damas, s'est retourné contre le régime syrien, a appuyé l'opposition syrienne. Et ça, évidemment, l'Iran, le Hezbollah et surtout Bachar el-Assad ne sont pas prêts de lui pardonner. Alors, la haine contre Israël, c'est un peu le dénominateur commun de ces deux organes terroristes. Est-ce que ça suffirait au Hezbollah pour ouvrir le front, comme ça s'est passé en 2006, une fois la guerre en Syrie terminée? Non, ça ne suffit pas parce que le Hezbollah est extrêmement dépendant de l'Iran et il ne prendra pas une telle décision sans l'aval de Téhéran. Or, aujourd'hui, l'Iran est plus dans une stratégie de réchauffement avec les États-Unis. Les négociations sur le nucléaire ont été repoussées encore de 6 mois, mais devraient finir par aboutir. L'Iran a besoin de respirer économiquement. Et si le Hezbollah rentrait en guerre, eh bien, ça rendrait caduque justement ce réchauffement. Donc je ne pense pas que, également d'un point de vue du parrain iranien, ça soit judicieux de rentrer en guerre. Alors pour bien comprendre justement les parties en présence, Fabrice Dallange, qui est le plus à la solde de l'Iran, le Hamas ou le Hezbollah? Le Hezbollah, bien sûr. Le Hezbollah, sa partie chiite. Le Hezbollah a été créé par l'Iran. Il est subventionné largement par l'Iran. Le Hamas, lui, vous savez, c'est une branche des frères musulmans. Il est soutenu aujourd'hui, il était soutenu plutôt par le Qatar. Là, je pense que le Qatar doit quand même prendre ses distances, vu à quoi a servi l'argent qu'ils sont donnés au Hamas. Le Hamas, ce sont des sunnites, donc il y a aussi un problème religieux entre l'Iran et le Hamas, même si on sait que les dirigeants de la révolution islamique, en 1979, étaient très inspirés par Saïd Qutb, c'est-à-dire l'idéologue des frères musulmans égyptiens, dans leur stratégie de prise du pouvoir. Merci beaucoup Fabrice Dallange d'avoir répondu à nos questions ce matin, spécialiste du Moyen-Orient. Ali, Daniel, un double front, c'est envisageable? Pas pour le moment. Je ne suis pas sûr que la géologie du sud du Liban est semblable à la géologie de la bande de Gaza et creuser des tunnels entre Israël et le Liban. On dit quand même que le Hezbollah, c'est le père, c'est l'instigateur de cette politique des tunnels et c'est le professeur du Hamas. C'est le professeur du Hamas quand ça concerne le sol libanais, le Hezbollah qui se veut. Il a dit vouloir envahir la Galilée, le Hezbollah. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas entendu le Hezbollah dire envahir le Galilée si jamais il n'y a pas une guerre. Il a averti que si jamais il y a une guerre, c'est un scénario envisageable. Maintenant, sur le conflit syrien, le Hezbollah et le Hamas se sont confrontés physiquement. C'est vrai que se sont confrontés indirectement, mais quand on voit des bâtiments du gouvernement syrien sauter, c'est le Hamas qui a creusé les tunnels derrière ces tunnels. C'est le Hamas qui a partagé son expérience des tunnels avec les rebelles syriens, alors que le Hezbollah se battait aux côtés de l'armée du régime. Donc, cette réconciliation, pour le moment, ça a commencé par cette conversation téléphonique entre Nasrallah et Khaled Mashal, mais ça va pas se passer très rapidement. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, le Hezbollah, il est encore profondément plongé dans le bain syrien. Donc, je ne vois pas une intervention active du Hezbollah. En tout cas, pas dans un premier temps, Daniel. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que le Hezbollah a été extrêmement touché, affecté durement par la Seconde Guerre du Liban. L'effet dissuasif a été très marquant. Il faut rappeler tout simplement, ne serait-ce que cette donnée, que Hassan Nasrallah n'est pas apparu en public peut-être une ou deux fois seulement, mais depuis la Seconde Guerre du Liban, il sait qu'il est dans le collimateur des Israéliens. Quelque part, le Hezbollah, si l'on voit, on a comparé Sajaïeh à Dahrieh, le quartier du sud de Beyrouth qui était le bastion du Hezbollah. L'armée israélienne a bombardé massivement les positions du Hezbollah pendant la Seconde Guerre du Liban, et quelque part, il y a eu un effet dissuasif qui est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Donc quelque part, le Hezbollah ne se hasardera pas à lancer une offensive contre Israël de sitôt.
Effet dissuasif, Ali, qui a marché là pour le coup après cette guerre du Liban. Il a marché parce que le Hezbollah, c'est une organisation à vocation mi-étatique. Donc, ils ont des tendances, ils ont des espoirs de faire partie de la scène libanaise, de gouverner, de contrôler la scène libanaise, alors qu'au sein du Hamas, il y a une différence entre la branche armée et la branche politique au sein de la. L'objectif, justement, c'était de rapprocher un peu ce modèle aussi du modèle du Hezbollah libanais. Oui, mais au prix d'une discussion très dure au sein du Hamas et d'une division très dure au sein du Hamas. Le Hamas qui a été attaqué, critiqué par les djihadistes, par les salafistes, même par une partie de ses membres pour avoir accepté de faire partie d'Oslo et de faire partie de l'administration de l'autorité palestinienne. Merci Ali. Ali et Michel, vous allez nous quitter dans quelques instants. On va continuer la deuxième heure d'émission sans vous avec Daniel. En revanche, et d'autres invités. Michel, votre mot de la fin avec ces 72 heures de trêve qui commencent. Écoutez, d'abord, c'est quand même assez intéressant qu'avec Julien, on a dit qu'on était déjà à 50 minutes. On compte la trêve à la minute. Donc voilà, le prix de la minute de trêve est très très élevé en Israël. Non, d'abord, j'espère qu'elle va tenir pour les deux parties. Et j'espère que ça va permettre aux négociations d'avancer sur une sortie de crise pour les deux pays. Mais une fois que ce sera fini, les deux pays, pour Israël et le Hamas. Mais je pense qu'une fois que l'accalmie sera arrivée, en Israël, les choses vont commencer. Il va y avoir des commissions, il va y avoir... tout va éclater à l'intérieur du pays, ça je vous le promets. Et on verra donc ce qui se passera. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Petite pause de 2 minutes, on revient juste après. ניטרלנו עשרות מנהרות טרור, ואנחנו נחושים להשלים משימה זאת, עם או בלי הפסקת אש. None of this appears to me to be accident. Passé de 8 minutes sur le plateau d'i24 News édition spéciale donc pour parler de la situation en Israël et dans la bande de Gaza. 1 heure et 8 minutes maintenant que la trêve humanitaire est entrée en vigueur. Une trêve humanitaire proposée par les Américains et l'Organisation des Nations Unies et acceptée par Israël et le Hamas. Avec moi sur ce plateau, Betsabé Salem qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Betsabé, Philippe Koskas, avocat. Bonjour. On va parler ensemble dans quelques instants du volet juridique de cette opération qui s'ouvrira une fois le cessez-le-feu terminé, enfin en tout cas entériné et de longue durée, mais on en reparlera d'ici quelques instants puisque plusieurs enquêtes ont déjà commencé à voir le jour. Daniel Haïk, vous êtes toujours avec nous, mais on va d'abord commencer par la revue de presse internationale avec vous, Betsabé. Qu'est-ce qui se dit ce matin ? Alors, on avait parlé hier de la condamnation générale dans le monde, puis Ban Ki-moon aux États-Unis, Ben Rhodes en partant par François Hollande en France. Et dans ce concert de condamnation, le Guardian, ce matin, a relevé celle du travailliste australien Anthony Albanese, ex-premier ministre, ex-vice-premier ministre, australien et ex-ministre des Transports, qui, ce matin, dans une émission Petit Déjeuner en Australie, s'est détaché clairement de la ligne de son parti, plutôt modéré jusqu'à présent, pour dénoncer une punition collective infligée au peuple de Gaza, complètement inadmissible, même s'il a aussi jugé inacceptable les roquettes qui frappent Israël. Le Guardian qui nous apprend que, regardez, voilà, ça c'est la déclaration de Anthony Albanese, le Guardian qui nous apprend que des députés travaillistes et verts se sont rassemblés en Australie autour d'une déclaration
commune. C'est cette déclaration que vous voyez appelant à la fin des hostilités à Gaza, déclaration dans laquelle on note que Israël est accusé d'orchestrer une punition collective. Là aussi, même si on précise, Nathalie, que quand même le Hamas demande publiquement aux habitants de Gaza de rester dans les zones que Tsahal annonce bombarder. Il est écrit en outre que les roquettes imprécises du Hamas ne peuvent pas être comparées à l'ampleur des bombardements israéliens. Alors artisanal, on sait quand même que le dôme de fer, on a intercepté plus de 500 et que le dôme de fer n'intercepte que des roquettes ou plutôt des missiles que quand il vise des zones habitées. Il est écrit enfin que des hôpitaux et des lieux de culte ont été des cibles de Tsahal qui a quand même aussi démontré à plusieurs reprises que non seulement des tireurs sont cachés sur des écoles ou qu'on y cache même des explosifs, mais encore hier, regardez, ça c'est à Shadjaya, excusez-moi, hier, donc, où 5 terroristes étaient cachés, un soldat a été blessé par un sniper. On y a trouvé non seulement 7 entrées de tunnel, mais aussi des stocks d'armes, et il s'agit d'une mosquée. Donc voilà, alors on note pour finir sur l'Australie que le Premier ministre australien, lui, se cantonne à une ligne plus modérée. Israël a le droit de se défendre, a-t-il répété à la presse hier. Alors voilà, Philippe Koskas, si on en parle de ce conflit asymétrique dans les médias, si la réaction de la communauté internationale en fait part, on en parle également de façon juridique et dans les textes. Oui, absolument. Enfin, je vais vous dire que les textes ont du mal à prévoir un cas tel qu'est le nôtre. C'est-à-dire, d'un cas, on parle de droit de guerre, le droit de guerre existe. On parle de crimes contre l'humanité, ça existe aussi. On parle très bien que des viols, des discriminations raciales, tout ça, ça a été prévu par les textes. Mais par contre, le droit a du mal à affronter, j'allais dire, c'est pas forcément dû à Israël. Lorsque les Français, par exemple, au Mali, ont fait l'opération Serval, ils se trouvaient dans le nord du Mali face à des forces qui étaient également des forces islamiques terroristes qui se cachaient aussi derrière des populations civiles. Donc, si vous voulez, le droit a du mal à orchestrer tout ça. Et le problème, c'est que le monde fait une différence entre sang et sang. Parce que le sang d'un Palestinien coûte beaucoup plus cher que le sang d'un Arabe syrien, par exemple. Dès qu'il y a un Arabe et un Palestinien qui est tué, ça fait la une de la presse. Lorsqu'il y a 200 000 Arabes syriens qui sont tués, on n'entend pas parler. Alors si vous voulez, il y a des mélanges de normes. Pour revenir à la norme, Israël est dans son droit, c'est clair. Il n'est pas à Gaza. Il s'est retiré de Gaza. Il n'y a pas 1 cm² de la frontière de Gaza qui est détenue par Israël. Et il est victime d'une agression d'un groupe terroriste. Maintenant, comment on se défend ? Et si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on entend. On va reparler de cet rééquilibre des forces et de ce conflit qu'on appelle asymétrique. Pour revenir à votre revue de presse, Betsabé, les requêtes, on l'a dit, elles continuaient à pleuvoir cette nuit et depuis le début de la matinée sur Israël et depuis la bande de Gaza. Même chose avec l'opération israélienne qui continuait cette nuit et ce matin sur Gaza jusqu'à 7h59. On a entendu encore des tirs d'artillerie. Qui continue effectivement, et la presse qui continue à s'y attarder. Bien sûr, le Washington Post nous montre de quoi a l'air une frappe israélienne sur une maison de Gaza. Alors que se passe-t-il ? En fait, on reste dehors, on voit, regardez, ce missile, donc un rituel, nous explique le Washington Post en ce 24e jour donc hier. Qu'est-ce qui se passe ? Les enfants surgissent au balcon, les hommes se réunissent au coin de la rue, d'autres bloquent les rues qui mènent à la maison qui va être visée avec des pneus, des briques. Vous avez encore un homme en t-shirt à motif militaire et en short qui se met à faire la circulation pour tous ces gens qui observent la scène. Alors comment se fait-il que tous ces gens soient rassemblés et préparés ? Alors le Washington Post nous explique que l'armée a appelé le propriétaire de la maison qui lui a dit que la maison allait être bombardée et que donc des gens ont accouru vers les rues, que les gens se sont passé le mot. Et puis l'article offre la description promise. D'abord un gros boom et là l'immeuble est touché. Il savait que ce n'était que le début, écrit l'article, et puis 2 autres bombes frappent successivement de plein fouet, mais l'immeuble est toujours sur pied. Ils connaissent l'exercice, les habitants expérimentés savent qu'il s'agit de tirs d'avertissement pour être sûr que les gens ont bien évacué la zone. Et puis, 20 minutes après, là, le son d'un F-16 immanquable, et là, une frappe énorme anéantit l'immeuble, le met par terre, mais
une frappe chirurgicale, explique le journal. Pas de blessés, pas de dommages même aux maisons avoisinantes. Et puis les gens qui reprennent une activité presque normale après. Et le propriétaire de la maison qui déclare aux journalistes presque la larme à l'œil qu'il n'avait pas de lien avec le Hamas et que d'autres membres de sa famille ont dû fuir déjà les combats entre le Hamas et Tsahal et que donc ça fait pas mal de gens qui ne savent pas où aller. On rappelle qu'il y a quand même, selon le Hamas, plus de 400 000 déplacés dans la bande de Gaza. Une question, une nouvelle fois, Philippe Koskas, est-ce que ça fait partie du manuel de la guerre, cette façon de fonctionner de Tsahal, qu'on a appelé knock on the roof, taper sur le toit, envoyer des prospectus, des SMS, téléphoner aux habitants avant de bombarder l'immeuble ou l'endroit en question? Il faut dire que les Israéliens ont tiré les conclusions du rapport Goldstone, c'est tout à fait clair. On se trouve qu'il y a une guerre militaire, mais il y a aussi une guerre juridique. C'est-à-dire que chaque unité de l'armée est accompagnée de ses conseillers juridiques. C'est devenu à la mode, mais c'est comme ça. Évidemment, on n'arrivera pas à Goldstone comme on est arrivé à l'ancien Goldstone. Il est clair, Tsahal est prêt. Tout est répertorié et il y a eu en effet des manuels d'attaque. Chaque cible a été validée également par des conseillers juridiques. Donc là-dessus, je crois que pour la prochaine guerre juridique, on est un peu plus près. On va revenir sur ce rapport Goldstone. Goldstone avait précisé, le rapport Goldstone initial accusait Israël d'avoir délibérément tiré sur des cibles civiles. Et c'était l'une des constatations qui avait choqué beaucoup les Israéliens. Et après cela, Richard Goldstone était revenu. Voilà. Il avait affirmé, après avoir pris conscience, après avoir écouté Israël, après être venu ici, il avait affirmé qu'il revenait sur ces accusations et quelque part il avait modifié son approche. Mais les dégâts avaient été déjà causés, on va dire. Il a fait son mea culpa dans le Washington Post, je crois, dans le Time. Et il faut dire également qu'Israël ne s'était pas défendu. Ça avait été unilatéral. Voilà, et cette chose dont on va reparler, ce sont les commissions d'enquête qui ont été faites a priori par Israël et qui ont été lancées dès le début. Alors on reparle de l'école de l'UNRWA, on va en parler dans quelques instants. Un mot également, Betsabé, sur la presse française qui a largement titré aussi sur cette manifestation à Paris, manifestation cette fois en faveur d'Israël. Alors c'est Libération qui s'est attardé sur cette première manif du genre à Paris depuis le début du conflit, donc une manif pro-israélienne. 4500 sympathisants selon Libération. Parmi les formules, vous noterez Israël légitime défense ou encore Gaza otage du Hamas ou Hamas assassin. Un moment fort de cette manifestation, 7 minutes de silence, note Libération, une minute de silence pour les soldats tués, bien sûr. La foule se tait alors que les noms et les âges de ces soldats sont énumérés au micro. L'article de Libé qui cite une jeune femme qui s'est exprimée aux journalistes et qui a déclaré à l'auteur du reportage nos frères sont obligés de combattre alors qu'ils n'ont rien demandé. Les journalistes qui précisent que de nombreux manifestants sont là et précisent vraiment, ils insistent qu'ils sont là contre le Hamas et non pas contre les Palestiniens. Merci beaucoup, Betsabé, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir détaillé ce qu'on dit dans la presse étrangère, la presse internationale. Alors, on l'a dit, le volet juridique de cette opération, il s'est déjà ouvert en partie, il continuera. Est-ce qu'on peut s'attendre, Daniel, à ce que, comme le disait Michel Kishka sur ce même plateau il y a quelques instants, tout vole en éclats une fois la guerre terminée? Tout, lorsque vous dites tout, c'est toute cette cohésion nationale dont on a parlé. Autour de Benyamin Netanyahou, autour du gouvernement. On peut essayer, c'est un sentiment, on va dire, personnel. J'ai le sentiment que la cohésion nationale qui est née de la capture et de l'assassinat des 3 jeunes Israéliens, il y a de cela maintenant un peu plus d'1 mois et demi, et qui s'est poursuivie et même s'est intensifiée pendant la guerre, va rester, va laisser une empreinte dans la société israélienne. Peut-être c'est un espoir, peut-être c'est un souhait, mais j'ai le sentiment que cette cohésion a été tellement solide qu'elle va se maintenir au-delà des divergences de vues qui vont ressurgir. Il y a des divergences de vues politiques, il va y avoir des divergences de vues militaires. On parle déjà de ces tunnels. Est-ce qu'il fallait, pourquoi l'armée israélienne n'a pas désintégré, n'a pas neutralisé les tunnels avant? C'est-à-dire, il y a des réponses à cela. C'est-à-dire, tout le monde ne savait pas.
on ne savait pas l'ampleur de ce fléau des tunnels offensifs en direction du territoire israélien. Mais j'ai le sentiment que la société israélienne va rester malgré tout bien plus soudée qu'elle ne l'était auparavant. Je vais vous donner une anecdote qui est peut-être passée inaperçue dans le flot des informations. Vous savez qu'il y a eu dans la société israélienne un très grand débat autour de l'enrôlement des élèves des yeshivot, des instituts talmudiques orthodoxes dans l'armée israélienne. Eh bien, ce sujet a créé une véritable scission dans le monde religieux en Israël entre les religieux sionistes et les religieux orthodoxes qui ne voulaient pas faire l'armée israélienne. Et là, on voit, depuis un mois, qu'il y a une cohésion inattendue, incroyable entre les orthodoxes et les sionistes religieux. Les orthodoxes prient, je vais vous donner un exemple, ils devaient partir en vacances, les élèves de ces yeshivot devaient partir en vacances dimanche, et les grands rabbins ont décidé de ne pas prolonger l'étude de la Torah, parce que finalement ils disaient il faut que nous soyons solidaires de nos frères qui combattent à Gaza. Et donc cette cohésion fraternelle, on va dire, c'était inattendu après ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Et j'ai le sentiment que quelque part dans la société israélienne, cela va rester. Bien sûr, les divergences de vues politiques vont ressurgir très rapidement. Mais quelque part, on ne pourra pas accuser, par exemple, le gouvernement de Binyamin Netanyahou d'être allé trop loin, d'avoir une politique de va-t-en-guerre, parce que Binyamin Netanyahou a montré, au travers de ces multiples échelonnages du conflit, qu'il a été prudent. Et quelque part, d'une certaine manière, il s'est acquis le soutien de l'ensemble de l'échiquier politique israélien. On va tout de suite prendre la direction de la frontière avec la bande de Gaza. On rejoint Julien Baloul. Julien, vous êtes sur place 1 heure et environ 20 minutes, 21 minutes depuis le début de cette trêve humanitaire de 72 heures. C'est calme ? Très très calme, Nathalie, c'est très très calme. C'est même le jour ou le matin ou le soirée, peu importe, où j'étais ici, qui est la plus calme depuis ces 25 jours. Pas un bruit d'artillerie, pas un bruit de roquettes, pas un bruit de tir de mortier, pas une sirène, rien. C'est très 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 calme. On avait rarement vu ces villages israéliens près de Gaza aussi calmes depuis très longtemps, et ça fait assez plaisir à voir. Ben voilà, on souhaite que ça continue, en tout cas cette trêve de 72 heures. Alors merci Julien sur place, vous revenez vers nous au fur et à mesure de cette édition. Philippe Koskas, une question, ce calme dont parlait Julien Baloul il y a quelques instants, est-ce qu'il va brutalement être rompu après, par exemple, lundi matin, on se réveille à un cessez-le-feu, prolongation de ce cessez-le-feu de 70 heures, et tout d'un coup, la communauté internationale se réveille, l'heure est au bilan, et l'heure est aux sanctions également, et aux commissions d'enquête. Ah oui, tout à fait, c'est ce qui nous attend de toute façon, puisque l'autorité palestinienne a déjà contacté la commission des droits de l'homme de l'ONU. J'ose dire que cette commission des droits de l'homme nous est frontalement anti-israélienne à tous les niveaux. C'est celle qui avait nommé justement la commission Goldstone. On a déjà eu d'ailleurs, j'ai lu dans le Monde hier, qu'un des hauts commissaires de cette commission nous accuse déjà, c'est-à-dire, vous voyez, c'est déjà les procédures juridiques non seulement sont déjà entamées, mais les opinions, déjà les jugements sont déjà donnés. En disant donc... Plus de la moitié des résolutions de ce Conseil sont des résolutions anti-israéliennes. Alors que les autres résolutions sont réparties dans le reste du monde. Alors je voudrais comprendre comment ça fonctionne, parce que cette même commission a ordonné une enquête à partir du 13 juin 2014 et non pas à partir du 12 juin, c'est-à-dire après l'enlèvement des 3 adolescents. C'est-à-dire que l'enlèvement des 3 adolescents n'est pas considéré comme partie intégrante de cette enquête. Ah oui, mais ça, de toute façon, on le sait très bien. À partir du moment où on sait qu'il y a 2 poids, 2 mesures, c'est ce que j'essayais de vous dire au début de mon intervention, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est le sentiment qu'on a ici, on n'est pas d'accord sur les faits, donc on ne peut pas être d'accord sur les conséquences juridiques. Alors évidemment, on sait bien que le mandat d'une commission est fondamental, les conditions de la mandat de la commission. Également, ce qu'on n'a pas à le soulever, c'est que c'est une commission d'enquête. Or que Goldstone n'était pas une commission d'enquête. Goldstone était une commission de vérification, où chacun des partis devait tirer ses propres conclusions. Or là, c'est une commission d'enquête, c'est-à-dire que cette enquête peut aboutir éventuellement à une suite. Alors c'est ça, à part une mauvaise publicité,
ça va aller. Quels sont les risques qu'encourt Israël? Ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller juste devant la Cour internationale de justice. Vous savez qu'évidemment, la Palestine a été reconnue comme État non membre de l'ONU. Elle peut se porter, elle peut ratifier, en tant qu'État non membre, elle peut ratifier donc, les conventions internationales et elle peut tout à fait, on peut arriver à des sagas judiciaires. Mais concrètement, c'est quoi le risque de sanctions à l'encontre d'Israël? Ah non, mais ça va être beaucoup plus, c'est pas qu'à l'encontre d'Israël, on va parler personnellement. Ça peut être des sanctions ou des poursuites personnelles face à l'équipe. Face à chacun des pilotes, à chacun des officiers et des soldats qui étaient sur le terrain? Absolument. Évidemment, au niveau politique, c'est ce que j'allais dire, au niveau politique et au niveau militaire. Absolument. Donc c'est des choses qui ne sont pas très sympathiques. Je pense qu'Israël est tout à fait prêt à cette guerre. Dans un premier temps, Israël, comme on l'avait dit, dans Goldstone, en fait, c'est une sorte de jugement par défaut. Israël ne s'est pas défendu. Donc il a décidé ce qu'il a décidé. Puis après, il a fait, comme le disait Daniel, un grand article sur le Time où il a fait son mea culpa en disant qu'il n'avait pas vu toute l'image. Mais là, à mon avis, on va avoir une commission beaucoup moins sympathique puisqu'elle pourrait être beaucoup plus coercitive. Et je dois dire que c'est un peu embêtant parce que, comme disait Daniel, c'est pas quelque chose d'objectif. On ne peut pas accepter qu'il y ait 200 000 morts en Syrie et on ne parle pas de commission d'enquête et qu'il y ait 1000 morts à Gaza et alors le monde est déjà sur les Alors ça, c'est ce qui attend Israël. Est-ce qu'une commission attend le Hamas aussi? Est-ce qu'une enquête attend le Hamas aussi? Normalement, la commission Goldstone devait aussi, son mandat a été élargi au début, il ne consacrait qu'Israël, il ne consacrait que les actions d'Israël ou ce qui était considéré comme des exactions d'Israël dans la bande de Gaza. Et ça a été élargi sous forme de pression, ça a été élargi au Hamas, effectivement. Et le Hamas aussi a été tenu pour responsable d'avoir déclenché des tirs en direction du territoire israélien. Mais on ne se souvient de Goldstone qu'à travers les condamnations des actes d'Israël, pas du Hamas. Et c'est probablement ce qui se passera là encore. La grande interrogation de savoir est-ce que les Israéliens, les autorités israéliennes doivent coopérer avec une telle commission. C'est véritablement un problème. C'est-à-dire, la dernière fois, Israël n'avait pas coopéré, et finalement, ça s'était retourné contre l'État hébreu. Est-ce que Israël sortira mieux si il coopère? Ce n'est pas sûr du tout. Alors, en tout cas, il y a une règle dans le droit international, vous me corrigez si je me trompe, si le pays auteur de ce que Daniel qualifiait de potentielles exactions convoque et en tout cas commande des enquêtes lui-même au sein même du pays, alors c'est pas qu'il n'y en aura pas au niveau international, mais en tout cas ça l'allège en d'autres termes. Absolument, oui, tout à fait. La Cour internationale de justice rentre en compte à partir du moment où il n'y a pas, où le pays sur lequel ont été proférées les exactions n'a pas proféré ses propres sanctions. Alors évidemment, lorsqu'on sait très bien les bonnes foi, quand je dis les bonnes foi, c'est vraiment entre guillemets, donc la mauvaise foi de cette commission de l'ONU, Israël fera des enquêtes parce qu'on fait tout le temps des enquêtes. Elles vont dire que ces enquêtes sont de mauvaise foi, enfin on peut toujours s'en sortir, vous voyez ce que je veux dire. Moi je crois, contrairement à ce qui a été fait... Et ce sera votre mot de la fin, Philippe? Contrairement à Goldstone, juste mon dernier mot de la fin, je pense qu'Israël est obligé de se défendre dans cette commission. Merci beaucoup Philippe Koskas d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous Daniel et Betsabé. On va marquer une courte pause. On revient dans 2 petites minutes pour faire toujours le point sur cette situation. 9h30 sur le plateau de cette édition spéciale en direct de Tel Aviv. Merci à vous de nous être fidèles. Cela fait donc 1h30 maintenant que le cessez-le-feu humanitaire de 72 heures est entré en vigueur. Une trêve annoncée par John Kerry, les États-Unis, ainsi que l'ONU est acceptée par Israël et le Hamas. Les négociations qui commencent ce matin au Caire où les délégations sont arrivées. Tôt ce matin, l'armée israélienne a autorisé la publication de la mort de 5 soldats israéliens tués lors de l'explosion d'un obus de mortier dans une zone tampon près de la frontière hier. 19 autres soldats ont été blessés au total depuis le début de l'opération. 61 officiers et soldats de l'armée israélienne sont tombés dans les combats à Gaza.
Côté palestinien, les services médicaux dénombrent à présent près de 1450 tués et plus de 8200 blessés. Et cette nuit, et depuis le début de la matinée, les roquettes ont continué de s'abattre sur la totalité du pays. Le sud et les villages avoisinant la bande de Gaza, mais aussi la région centre, et des roquettes qui visaient la ville de Ramleh. Elles ont été interceptées par le système Dôme de fer. Avec moi sur ce plateau à présent, Laura Duhamel, bonjour. Et Nouaki, merci de nous avoir rejoints. Alors on va parler dans cette édition de cette guerre perçue via le web, mais également d'économie. On va faire le point sur le coût de cette guerre. Alors pour les entreprises, le défi est bien sûr de conserver leur niveau de compétitivité en période de turbulence. Et l'univers des startups n'est bien sûr pas épargné. Pour ces jeunes structures, les rappels de réservistes, tout comme l'angoisse des tirs de missiles, pèsent sur l'activité. Regardez. La start-up Shop & Flight n'a pas encore soufflé ses 2 premières bougies, mais espère déjà jouer dans la cour des grands. Cette entreprise qui propose aux voyageurs un comparateur de prix des produits dans plus de 80 aéroports dans le monde est en plein développement. Mais depuis le début du conflit, 2 des 6 employés ne peuvent plus venir travailler. L'un d'entre eux est un combattant réserviste. Il a reçu un ordre de mobilisation et a dû partir à Gaza. L'autre habite Ashdod, dans le sud d'Israël, et c'est très dur en ce moment pour elle de venir à Tel Aviv à cause des alertes. Donc nous faisons le maximum pour travailler à distance. Nous compensons en travaillant beaucoup jusqu'à 3-4 heures du matin tous les jours. Comme l'ensemble d'Israël, les startups ont aujourd'hui les yeux rivés au bulletin d'information. L'offensive terrestre, qui dure déjà depuis plus de 3 semaines à Gaza, a un gros impact sur l'économie israélienne. The Time, un fonds d'investissement spécialisé dans le numérique, héberge une quinzaine de startups. L'économie en Israël est au point mort. Disons qu'il y a une forte baisse au niveau de l'économie locale. Mais la plupart des startups s'adressent à un marché international, donc elles sont moins touchées à ce niveau-là. En revanche, l'impact de la mobilisation des réservistes est très fort sur ces petites structures. Espérons que ce conflit ne dure pas, car au bout du compte, si le directeur de la technologie est absent pour 4-5 mois, il y aura un impact. Pour le moment, ça va, car ce qui est bien dans les startups, c'est que tout le monde sait un peu tout faire. Au-delà des conséquences purement économiques, le conflit joue sur le moral des employés. Ido fait tous les jours l'aller-retour à Tel Aviv depuis Ashkelon, une ville du sud d'Israël, visée par des centaines de roquettes depuis le début du conflit. Nous avons 30 secondes pour nous réfugier dans l'escalier. Quand il y a une alerte, on entend régulièrement des explosions. Nous sommes visés en permanence par les roquettes. Ce n'est pas facile. Il y a ici, derrière moi, l'équipe de divertissement chargée de veiller sur mon moral. J'essaie de déconnecter au maximum pour pouvoir travailler. Nous recevons des notifications pour chaque alerte. Comme ça, nous savons ce qui se passe dans le pays. Regardez. Grâce à leur flexibilité, les startups israéliennes maintiennent leur performance dans un marché très concurrentiel. Elles craignent tout de même que le conflit, s'il venait à durer, écorne durablement l'image d'Israël à l'étranger et décourage certains investisseurs. Et pour en parler, justement, nous sommes en ligne avec Michael Gabé, économiste. Bonjour, merci d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions. Alors, quel est le coût, quel est l'impact économique d'un tel conflit? Est-ce que ça se chiffre aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, les premiers chiffres du budget du ministère du Budget aujourd'hui en Israël parlent d'un impact à hauteur d'à peu près 6 milliards de shekels, c'est-à-dire 1,3 milliard d'euros. D'accord. Cet impact se divise effectivement aujourd'hui en 2 parties. La première partie qui est le coût de la guerre en lui-même, qui est à peu près estimé aux 2/3 de ce montant, c'est-à-dire quelque chose comme 900 millions d'euros, et 1/3 pour, en termes d'activité civile, à peu près 400 millions d'euros aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors, il y a le coût militaire brut et le ralentissement de l'activité économique. On l'entendait dans ce reportage. Les investisseurs étrangers, est-ce qu'ils prennent leur distance eux aussi? Alors paradoxalement, les investisseurs étrangers, pour l'instant, les premiers signes nous prouvent le contraire. Cette nuit, au Nasdaq, il y a eu l'émission la plus grande qu'il y ait jamais eu pour une société israélienne, la société Mobileye, qui est une société spécialisée dans les radars pour les automobiles,
a levé 700 millions d'euros environ cette nuit pour une valeur record d'à peu près 4 milliards d'euros. L'émission qui devait débuter entre 19 et 20 dollars l'action s'est clôturée à 25 dollars l'action, donc bien au-delà des prévisions de la société. Donc pour l'instant, au niveau des marchés des financiers, on fait la part des choses entre cette opération qui est considérée comme ponctuelle et le savoir-faire et l'intelligence des sociétés israéliennes. C'est ça, donc la bourse israélienne dans son ensemble, elle fluctue que très peu en fonction de cette opération. Oui, la bourse de Tel Aviv a été très très peu touchée par la situation. On a plus été influencé par la mini-crise au Portugal suite à la faillite d'une banque portugaise ou la faillite argentine à cause du défaut de paiement. Pour l'instant, la bourse de Tel Aviv reste à des niveaux relativement élevés et en tout cas très très proche de ce qu'elle était avant le début des opérations. Merci Michael Gabay, économiste. Donc merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée. Allez, on va à présent passer à la revue du web. C'est Laura Duhamel qui s'y colle ce matin. On commence avec l'annonce du cessez-le-feu. 1h37 environ maintenant depuis cette mise en vigueur de cessez-le-feu. Oui, alors donc le 25e jour de l'opération Bordure Protectrice a démarré avec cette annonce d'une trêve humanitaire entre Israël et le Hamas. Elle aurait été acceptée inconditionnellement par les deux parties. Tsahal a confirmé sur son compte Twitter cette information et précisé que la traque des tunnels meurtriers va pour autant continuer. Et pour autant, elle se fera finalement dans la limite des positions des troupes de Tsahal actuelles, comme finalement c'est le cas pour toute trêve temporaire. Quant au Hamas, on sait qu'ils ont accepté ce cessez-le-feu de 72 heures, même s'il n'y a pas eu de confirmation sur le compte Twitter de la branche armée, les brigades d'Al-Qassam. Le dernier tweet évoque 3 roquettes lancées dans le nord d'Israël. Et ce cessez-le-feu de 72 heures, qui devra donc prendre fin dimanche soir, a été annoncé par le secrétaire d'État américain John Kerry, qui voit une opportunité de trouver une solution durable au conflit, comme vous pouvez le voir sur ce tweet. Alors pour l'instant, toutes les négociations ont échoué. Cette déclaration laisse donc relativement perplexe en Israël. Pour autant, des délégations israéliennes et palestiniennes sont attendues au Caire pour tenter de trouver une issue à ce conflit. Alors ça, c'est ce qui se passe pour le conflit entre Israël et le Hamas. Autre phénomène sur les réseaux sociaux, celui de l'antisémitisme, pour le coup, qui s'aggrave. Oui, alors c'est pas une première, l'antisémitisme s'aggrave dans le monde, il atteint des records sur les réseaux sociaux. Exemple éloquent, ce hashtag Palestine vivra, Israël brûlera, qui rappelle étrangement l'expression Israël vivra, Israël vaincra, qui est une vieille expression juive qui désigne la résistance du peuple juif aux différentes oppressions. Pour en venir à ce hashtag Palestine vivra, Israël brûlera, il a été classé hier comme le 3e le plus populaire parmi les utilisateurs de la région de Toulouse. Et le constat de cet antisémitisme croissant est de plus en plus dénoncé. Une association néerlandaise, la MDI, qui lutte contre les discriminations, a rapporté à la chaîne de télévision AT5 que les discours antisémites et punissables par la loi étaient actuellement en train de battre des records. Ils reçoivent 73 rapports par semaine, contre 3 ou 4 avant l'opération Bordure Protectrice. Et puis un autre hashtag, car il y en a beaucoup ces temps-ci, le hashtag Hitler was right, témoigne bien de ce phénomène. En 2 semaines, il a été tweeté plus de 12 000 fois. Et pour contrer ce phénomène, pour témoigner de ce qui est en train de se passer sur Internet, un étudiant britannique, Elan Ashlan Levy, a pris la mesure de ce fléau. Il a décidé de réagir. Il a donc créé un Tumblr où les Juifs peuvent partager leurs expériences sur l'antisémitisme. Ils partagent leurs expériences online sur la toile. Et finalement, ce Tumblr permet surtout de collecter et d'archiver pour le futur ce qu'il est en train de se passer actuellement. Il ne s'agit pas de faire l'impasse. Il s'agit de sensibiliser le plus de personnes possible et de les pousser à réagir. Mais ce qui demeure finalement le plus inquiétant dans toute cette histoire, c'est que ces messages postés sur la toile se répandent dans la rue. Regardez par exemple cette pancarte brandie lors d'une manifestation aux États-Unis où on peut lire la reprise du hashtag Hitler was right. Ouais, et ça fait écho à ce que disait notamment hier le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, qui comparait la façon d'agir, les agissements d'Israël à ceux d'Adolf Hitler. Allez, on en vient à cette déclaration et cette annonce du ministre français de l'Intérieur qui déclare la dissolution de la LDJ.
Oui, la Ligue de défense juive. Voilà, la Ligue de défense juive, c'est une nouvelle qui a été révélée hier par le journal Libération. Selon leurs informations, le ministère de l'Intérieur français serait actuellement en train d'étudier un possible démantèlement de la Ligue de défense juive. L'association qui dit n'agir que pour défendre la communauté juive française, s'est pourtant déjà fait remarquer pour ses méthodes violentes. Elle est accusée, notamment au sein même de la communauté juive, d'attiser les violences intercommunautaires. Et toujours, selon le journal Libération, les motifs invoqués par la place Beauvau seraient la provocation à la haine, à la discrimination et à la violence, et son organisation prouvée sous forme de milice. Et sur Internet, évidemment, comme tout ce qui touche de près ou de loin au conflit, cette annonce passionne. Nous avons d'un côté ceux qui se réjouissent, comme par exemple le journaliste de Marianne, Jacques Dion, qui est connu par ailleurs pour ses positions très anti-israéliennes. Voilà, l'étonnant n'est pas qu'on envisage la dissolution de la LDJ, groupuscule interdit aux États-Unis et en Israël, mais qu'on n'y ait pas pensé avant. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui s'étonnent que certaines organisations pro-palestiniennes violentes n'aient pas été visées. C'est le cas du CRIF, mais pas seulement, comme le montre ce tweet très imagé. Voilà, comprendra qui pourra. Un lion attaque le public, on décide de piquer l'éléphant. Allez, on va terminer en poésie toujours aussi, si on peut le dire ainsi. Une chanson écrite par le Hamas à destination des Israéliens. Oui, alors ce clip n'a pas tout à fait eu l'effet escompté en Israël. On écoute tout d'abord un court extrait pour ceux qui ne le connaissent pas encore et on en reparle ensuite. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la traduction en hébreu n'est pas forcément très exacte. La traduction arrive. Voilà pour le clip qui, au lieu de faire peur en Israël, est devenu un véritable tube dans le pays. Les parodies sur Internet ne se comptent plus. Certains Israéliens l'ont même adopté en sonnerie de portable. C'est donc un grand succès, comme le montre l'enthousiasme de ces étudiants de l'école IDC en Israël. On a traduit pour vous ce clip du Hamas. Capacité de dérision, en tout cas de la part de ces étudiants israéliens à IDC. Et on le souligne, cette salle de l'université d'IDC, c'est une salle qui a été mise en place depuis le début de l'opération pour répondre sur Internet aux critiques qui sont faites au gouvernement israélien et à Israël en général depuis le début de l'opération Bordure Protectrice. C'est donc des étudiants qui sont très impliqués dans le conflit et qui font preuve, comme finalement beaucoup d'Israéliens, de beaucoup d'autodérision. Beaucoup de sens de l'humour, on le voit. Vous la connaissiez, Yoann, vous l'avez entendu. Elle passe régulièrement dans les médias israéliens. Merci beaucoup, Laura, d'avoir été avec nous ce matin. On va tout de suite prendre la direction de l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva. On va rejoindre d'ici quelques instants, puisqu'elle n'est pas encore prête, on va rejoindre Léa Velbert d'ici quelques instants pour faire le point sur la situation, notamment des blessés qui sont arrivés en masse au cours de la nuit à l'hôpital Soroka. Mais tout d'abord, la population israélienne, vous le savez, elle a depuis quelques années maintenant le système d'interception antimissile Dôme de fer pour la protéger. Eh bien, les chars de l'armée israélienne ont également leur système de protection. Il est développé par les industries Rafael et il s'appelle Trophy. Regardez. En 2006, après la guerre du Liban, Tsahal accuse de lourdes pertes, les plus importantes depuis la guerre de Yom Kippour. 6 de ces chars ont été détruits, une trentaine endommagés et 19 membres d'équipage ont péri dans des attaques des unités anti-tanks du Hezbollah. Face à ce constat et pour éviter de nouvelles pertes, le géant industriel de la défense israélien, Rafael, qui était sur ce projet depuis des années, a fini de développer une nouvelle technologie antimissile, le Trophy. Son but, protéger les tanks et les blindés de l'infanterie israélienne. C'est un système de protection actif qui intercepte et détruit les roquettes ou missiles, même tirés à courte portée. En quelques mots, un mini dôme de fer pour véhicule. Les éventuels missiles sont repérés à l'aide de plusieurs radars accrochés sur le véhicule, créant un champ magnétique, ce qui lui permet d'avoir une vision à 360 degrés et d'identifier la trajectoire de missiles hostiles dès leur lancement.
Un ordinateur interne calcule alors le vecteur d'approche instantanément et le moment optimal pour neutraliser le projectile. Et même lors d'attaques multiples et provenant de plusieurs endroits en même temps, le système reste performant. Difficile de connaître la valeur exacte de cette technologie, mais d'après certains experts, chacun de ces boucliers magnétiques aurait un coût évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars. Actuellement, dans la bande de Gaza, les tanks Merkava de l'armée israélienne sont équipés de ce système antimissile. Et il a montré son efficacité à plusieurs reprises contre les roquettes du Hamas. Mais tous les véhicules de l'armée n'en sont pas pourvus et plusieurs soldats sont morts dans l'explosion de leurs véhicules au cours de l'opération Bordure Protectrice. Voilà donc pour cette défense anti-char. On va parler ce matin d'un niveau de conflit peu visible et pourtant tout aussi crucial dans la bataille que se livrent Israël et le Hamas, la cyberguerre. Yohann, vous nous parlez des cyberattaques et des enjeux qui se jouent sur ce terrain-là aussi. Exactement. Alors depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, lorsqu'on parle de cyberattaques, c'est principalement pour évoquer des attaques dont les conséquences sont visibles. Globalement, ce sont des attaques qui rendent des sites gouvernementaux ou d'entreprises israéliennes inaccessibles ou qui remplacent le contenu par des messages de propagande du Hamas. Mais lorsque mardi dernier nous apprenions le piratage de centaines de documents liés au fonctionnement du dôme de fer par un groupe rattaché au gouvernement chinois, on a compris un peu mieux quels pouvaient être les véritables enjeux de ces attaques. Alors pour rappel, plusieurs centaines de documents ont été volés à partir de 2011, notamment des documents liés au plan du dôme de fer dans le but de reproduire le système pour la défense chinoise. Alors le groupe de hackers qui s'appelle Command Crew ou encore Unité 61398 est basé à Shanghai et a attaqué des sociétés israéliennes pour obtenir ces informations précieuses. Alors Uzi Rubin, ancien responsable du département des missiles au ministère israélien de la Défense, a déclaré avec une philosophie certaine que l'imitation est la forme la plus sincère du compliment. Voilà. Est-ce qu'on peut chiffrer très précisément, Yohann, ces cyberattaques ? Alors, c'est difficile de chiffrer précisément le nombre de cyberattaques, mais je peux vous donner quelques grandes masses. Alors, si en temps normal, on a environ 100 000 attaques par jour, ce qu'on sait, c'est que depuis le début de l'opération Bordure Protectrice, ces attaques ont augmenté de 900%. C'est-à-dire que certains sites sont attaqués près de 1 million de fois par jour pour un site. Donc, certains sites sont attaqués près de 1 million de fois. Et il faut cependant préciser que globalement, ces attaques sont plutôt symboliques. Symboliques pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas vraiment très dangereuses. Rendre un site inopérationnel ou en changer le contenu, c'est pas Alors est-ce que très dangereux. Quand vous parlez de cyberattaques, ça comprend aussi les pages Facebook, Instagram de ces soldats qui ont été détournés en quelque sorte Dans ces chiffres, on a les piratages, enfin on a la globalité, tous les types de piratages qui peuvent être effectués. Alors quel type d'attaque est le plus dangereux ? Alors quel type d'attaque est le plus dangereux ? Eh bien, ce sont les attaques qui visent les infrastructures. Pourquoi les infrastructures ? Je vous donne un exemple. On va prendre l'exemple d'un système ferroviaire. Un système ferroviaire est contrôlé par des ordinateurs. Et si les hackers installaient un virus dans les ordinateurs, ils pourraient provoquer une collision mortelle, par exemple, entre deux trains qui circuleraient en sens inverse sur la même voie. Donc on voit bien que là, les dégâts seraient beaucoup plus gros, beaucoup plus catastrophiques. D'ailleurs, le docteur Tal Pavel, expert en criminalité sur Internet au Moyen-Orient, a confié au site Times of Israel, je le cite, que si les armes nucléaires étaient l'arme du jour du jugement du XXe siècle, le piratage de l'infrastructure informatique est celui du XXIe siècle. Et puis il y a aussi les attaques dont l'objectif est de semer la panique dans la population israélienne, notamment avec ces faux SMS envoyés prétendument envoyés par le journal israélien Haaretz ou encore en provenance des brigades Al-Qassam du Hamas, avec par exemple le message qui disait aux habitants de Tel Aviv que des terroristes suicides s'étaient infiltrés dans les abris de la région de Tel Aviv. Méfiez-vous des étrangers. Ces messages qui étaient des faux. Ces messages qui étaient des faux, mais ça montre surtout que le Hamas a réussi à infiltrer le réseau cellulaire israélien de téléphonie. Et alors, est-ce qu'on sait comment elle est organisée au sein de l'autorité israélienne et du gouvernement? Comment est autorisée cette cellule de défense à ces attaques cybernétiques? Alors c'est assez compliqué pour une raison liée à la confidentialité, bien évidemment. On a très peu d'infos concernant l'organisation de la cyberdéfense en Israël, mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que depuis 2011, l'armée israélienne a créé une division officielle de cyberdéfense au sein de son armée qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que des officiers de cette défense sont présents absolument partout dans l'armée pour être prêts à répondre aux enjeux de la guerre de demain.
Voilà, donc cyberattaque. C'est qui exactement qui a dit du Hamas qu'il ne fallait pas imiter, mais plutôt innover, qui a poussé en gros le Hamas à innover? Uzi Rubin, qui n'a pas poussé le Hamas à innover, qui a salué l'imitation en disant que c'était la forme la plus sincère du compliment. Voilà, donc si le dôme de fer cherche à être imité, c'est un très beau compliment pour Israël. Un très bon compliment. Merci beaucoup, Yohann, d'avoir été avec nous ce matin. Et pour ce point donc sur les cyberattaques, on va tout de suite également faire le point sur la nuit en Israël et dans la bande de Gaza. Quelles ont été les opérations menées par Israël? Combien de roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza? C'est Daniel Zeri qui fait le point en images. Un cessez-le-feu qui entre en vigueur quelques heures après de nouvelles pertes pour l'armée israélienne. 5 soldats ont été tués par un obus de mortier tiré dans leur direction dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'ils étaient rassemblés dans une zone située le long de la frontière avec la bande de Gaza. Parallèlement, Israël et le Hamas ont accepté une trêve de 72 heures dans les combats. Le cessez-le-feu humanitaire avait été proposé par les États-Unis et l'ONU et prend effet ce vendredi matin. Selon l'accord, Israël pourra poursuivre ses opérations défensives contre les tunnels du Hamas pendant la trêve. Les civils de Gaza, eux, recevront de l'aide humanitaire. Cela va durer 72 heures, 3 jours. C'est un temps précieux. C'est un intervalle qui va fournir l'opportunité aux deux parties, aux différentes factions, de se réunir avec l'État d'Israël dans un effort pour essayer de trouver les façons de parvenir à une trêve durable. Une trêve durable qui pour l'instant semble lointaine. Au 25e jour de l'opération Bordure protectrice, les divergences entre les ailes militaires et politiques du Hamas demeurent. En Israël, on évoque même un retrait unilatéral. Alors, est-ce que cette trêve de 72 heures se prolongera lundi matin? Est-ce que ce cessez-le-feu va se prolonger un peu plus de temps? Est-ce qu'on y croit sur Internet? Alors non, le ton est plutôt pessimiste sur Internet. Il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu déjà plusieurs trêves humanitaires entre Gaza et le Hamas qui ont été rompues par le Hamas. Les espoirs sont donc assez minces. Et sur Internet, eh bien, ça reflète finalement cet état d'esprit. Les gens sont très attentistes. On attend de voir ce qui va se passer dans 72 heures. C'était le cas autour de la bande de Gaza aussi. C'est ce que Julien Baloul nous disait il y a quelques instants. On va donc tout de suite se rendre à l'hôpital Soroka de Be'er-Sheva où l'on rejoint notre envoyée spéciale sur place, Léa Volber. Léa, est-ce que les blessés continuent d'affluer ce matin en dépit du cessez-le-feu? Est-ce que justement certaines personnes sont acheminées vers l'hôpital de Be'er-Sheva? Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question. Alors la connexion semble difficile, Léa. Est-ce que vous avez vu depuis 8 heures ce matin, depuis que la trêve est entrée en vigueur, est-ce que vous avez vu d'autres blessés être acheminés vers l'hôpital? Alors, pas de nouveaux blessés depuis ce matin qui sont arrivés ici à l'hôpital de Soroka à Be'er-Sheva. Pour le moment, ce sont 29 blessés, 29 soldats israéliens qui sont actuellement en soins. On le sait, ces derniers jours, les combats sur le terrain ont redoublé de violence. Hier soir encore, une attaque du Hamas sur la localité d'Eshkol, tout à fait au sud d'Israël, a tué 5 soldats israéliens. Beaucoup d'autres soldats ont été blessés par les obus d'éclats de mortier. 8 d'entre eux ont été transférés dans cet hôpital de Soroka qui, je le rappelle, accueille uniquement les blessés graves puisque c'est l'hôpital qui est le plus proche de la frontière de la bande de Gaza, le plus proche des combats. Donc, alors pour les prochains jours, pour les 3 prochains jours, bien entendu, on espère que ce sera plus calme puisque, comme vous l'avez dit, le cessez-le-feu est entré en vigueur à 8 heures ce matin. Néanmoins, les habitants de la région continuent d'affluer depuis tôt ce matin pour apporter un soutien matériel à ces soldats en convalescence. Ils leur apportent des vêtements, des livres, de la nourriture, mais aussi et surtout un soutien psychologique. Ils viennent montrer aux soldats que l'État d'Israël et toute la population israélienne est unie derrière eux. Léa, j'aperçois les équipes médicales derrière vous. Ce matin, aux alentours de 7h, 7h30 ici en Israël, Be'er-Sheva a eu aussi sa dernière alerte rouge avant la mise en vigueur, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Est-ce qu'on est sceptique? Est-ce qu'on y croit autour de vous? Qu'est-ce qui se murmure?
Alors, écoutez, je n'étais pas sur place à 7h30, mais effectivement, les alertes ont retenti. Les gens autour de moi sont néanmoins relativement optimistes quant à ce cessez-le-feu. Ça fait plus de 3 semaines que cette guerre dure maintenant, comme vous le savez. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est la paix, le repos. Ils sont donc relativement optimistes et croient à ce cessez-le-feu. Merci beaucoup Léa Velbert en direct donc de l'hôpital Soroka de Beersheva. On va tout de suite prendre la direction avant de refermer cette édition de la frontière avec la bande de Gaza. On y rejoint Julien Balloul. Julien Balloul, vous vous trouvez depuis ce matin dans ce kibbutz à côté de la frontière et vous nous disiez il y a quelques instants que depuis 2 heures, finalement depuis 8 heures du matin, c'est très calme. Est-ce que ça l'est toujours ? Alors écoutez, je vais me pousser pour que notre caméraman Jonathan Reckner puisse vous montrer quelque chose. Vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Vous voyez cette fumée, Nathalie. On a entendu une explosion il y a quelques instants. Alors les combats n'ont pas repris, ne croyez pas pour autant que la trêve est violée. Il s'agit, selon toute vraisemblance, de l'explosion d'un tunnel terroriste par l'armée israélienne, puisque l'armée israélienne, selon l'accord du cessez-le-feu, a le droit de poursuivre ces destructions de tunnels terroristes dans la bande de Gaza. Donc selon toute vraisemblance, on n'a pas d'informations de violation du cessez-le-feu ni de combat au sol. Donc selon toute vraisemblance, c'est vraiment ce qui est en train de se passer, à savoir la poursuite de la destruction des menaces des tunnels pour Israël. Voilà donc les seuls bruits que l'on entend ici. On rappelle tout de même ces roquettes toute la nuit sur Israël, ces roquettes jusqu'à vraiment les dernières minutes avant le cessez-le-feu, ces menaces d'infiltration. Il y a eu l'incident sécuritaire vraiment pas loin d'ici hier soir. Voilà un peu la nuit très tendue qu'on a passée à la frontière dans la bande de Gaza. Ce matin donc beaucoup plus calme avec la poursuite des activités contre les tunnels derrière moi. Très rapidement, Julien, il y a quelques instants, Léa Velbert à Beersheva nous parlait d'un certain optimisme des équipes médicales quant à la poursuite et au respect de ce cessez-le-feu. C'est le cas également, vous aussi, à la lisière de la bande de Gaza ? Je suis désolé, mais malheureusement, l'optimisme n'est pas de rigueur ici. Nous parlons avec l'officier de sécurité en charge de tout le kibbutz. Je lui dis alors vous êtes content, vous êtes heureux, enfin un peu de silence. Il a fait une moue, il a dit tout peut basculer en 1 seconde. Et je lui ai dit est-ce que les habitants reviendront dans leur maison ? Ils sont tous partis. Il a dit ils n'ont pas le choix de toute façon. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Et ils n'ont pas l'argent d'acheter d'autres maisons. Il était très pessimiste. Merci beaucoup Julien, en direct donc de la frontière avec la bande de Gaza. C'est avec vous que l'on referme ces 2 heures d'édition spéciale. Restez sur i24 News à suivre un nouveau journal. Et puis la suite de l'info qui continue sur notre site internet en 3 langues, anglais, français, arabe sur i24news.tv. Je vous souhaite une excellente journée et un week-end calme.